Parfois, la chose la plus difficile dans la vie est d'être témoin de la souffrance d'autrui sans pouvoir rien faire pour y remédier. C'est exactement ce à quoi Josiah Hale, un montagnard, a été confronté lorsqu'il est descendu de sa cabane après avoir vécu seul pendant 7 ans. Il avait seulement besoin de provisions, du sel, du café, des balles, des choses simples. Mais sur la place du village, il a trouvé 3 petites filles vendues comme du bétail. C'étaient des sœurs âgées d'environ 5 ans, la tête recouverte de sacs en toile de jute, comme si elles n'étaient rien d'autre que des biens. À travers le tissu rugueux, on pouvait les entendre pleurer, se tenant la main pour ne pas se perdre. Le rancher le plus méchant de la ville, Vernon Slade, voulait les acheter et les séparer. Tout le monde avait trop peur pour l'en empêcher. Josiah avait à peine assez d'argent pour se nourrir pendant l'hiver. Il aurait pu s'en aller, s'occuper de ses affaires comme il l'avait fait pendant des années. Mais parfois, un homme arrive à un moment où rester silencieux n'est plus une option. Que se passe-t-il quand quelqu'un qui n'a plus rien à perdre décide que faire ce qui est juste est plus important que de jouer la carte de la sécurité? Avant de nous replonger dans l'histoire, dites-nous d'où vous nous écoutez. Et si cette histoire vous touche, n'oubliez pas de vous abonner, car demain, je vous réserve quelque chose de très spécial. Le soleil matinal projetait de longues ombres sur le territoire du Colorado, tandis que Josiah Hale descendait le sentier sinueux de la montagne pour la première fois depuis 7 ans. Ses bottes, usées par d'innombrables kilomètres de chasse et de piégeage, trouvaient un appui familier sur le chemin rocailleux qui menait à Cedar Ridge. La pochette en cuir à sa ceinture contenait ses dernières pièces, suffisantes pour acheter du sel, du café et des munitions s'il faisait attention. Rien de plus. Il s'arrêta au belvédère où le sentier descendait en pente raide, offrant une vue imprenable sur la vallée en contrebas. Cedar Ridge s'étendait le long du lit du ruisseau comme un ensemble de bâtiments miniatures. Ses devantures délabrées et ses rues poussiéreuses lui rappelaient cruellement le monde qu'il avait laissé derrière lui. De la fumée s'élevait d'une douzaine de cheminées, transportant l'odeur des feux de bois et des petits déjeuners en cours de préparation. Pour la plupart des hommes, cela aurait été un spectacle bienvenu après des mois de solitude. Pour Josiah, c'était comme replonger dans un passé qu'il avait passé 7 ans à essayer d'oublier. Le poids de sa Bible en cuir usé pesait sur sa poitrine dans la poche intérieure de son manteau. Il l'avait emportée avec lui tous les jours depuis la mort de Martha et des enfants, mais il ne l'avait pas ouverte depuis tout ce temps. Autrefois, ces pages avaient été son guide, son réconfort, sa raison d'être. Le révérend Josiah Hale s'était tenu devant des congrégations dans 3 villes différentes, répandant la parole d'espoir et de rédemption avec la ferveur d'un véritable croyant. Cet homme lui semblait désormais étranger. La fièvre les avait emportés en l'espace d'une semaine. D'abord le petit Samuel, âgé d'à peine 3 ans, puis le bébé Rebecca, et enfin Martha elle-même. Elle s'était battue le plus longtemps, s'occupant des enfants même si la maladie consumait ses propres forces. Josiah avait prié plus fort qu'il n'avait jamais prié de toute sa vie, promettant à Dieu tout ce qu'il voulait, n'importe quoi, pourvu qu'il épargne sa famille. Mais Dieu, semble-t-il, avait d'autres plans. Après les funérailles, Josiah avait emporté le peu qu'il pouvait transporter et avait disparu dans les montagnes. La cabane qu'il avait construite de ses propres mains était nichée contre une falaise de granit, à l'abri des vents les plus violents et à l'abri des regards indiscrets. Pendant 7 ans, il avait vécu de la terre, chassant le cerf et l'élan, piégeant le castor et le renard, cueillant des herbes sauvages et des baies. La montagne était devenue son église, la forêt sa congrégation. C'était une vie difficile, mais honnête. La montagne ne faisait pas de promesses qu'elle ne pouvait tenir. Sa routine quotidienne était devenue une sorte de méditation. Il se levait avant l'aube, vérifiait des pièges, s'occupait du petit jardin qu'il avait creusé dans le sol rocheux. En hiver, il passait de longues heures près du feu, réparant son équipement et lisant les quelques livres qu'il avait emportés, principalement des ouvrages pratiques sur la chasse, le piégeage et la survie en milieu sauvage. La Bible restait fermée, rappel d'une foi qui ne lui semblait plus accessible, mais la nécessité l'avait maintenant poussé à quitter son sanctuaire. L'hiver arrivait tôt cette année-là. Il le sentait dans la façon dont le vent apportait le gel, même à la fin du mois d'août. Ses réserves étaient dangereusement basses, et la petite cachette de peau qu'il avait conservée pourrait lui rapporter suffisamment d'argent pour acheter le nécessaire pour survivre une saison de plus. Cedar Ridge avait changé pendant son absence, mais pas pour le mieux.
Autrefois ville minière prospère, elle avait désormais l'air d'un endroit en train de mourir lentement. La moitié des magasins étaient vides, leurs vitrines sombres et poussiéreuses. Les gens qu'ils croisaient dans la rue se déplaçaient avec la prudence de ceux qui avaient appris à garder la tête baissée. Les enfants jouaient dans l'ombre plutôt que sur les places publiques, et les conversations s'interrompaient brusquement à l'approche d'étrangers. La raison de cette transformation devint claire lorsque Josiah attacha son cheval au poteau d'attache devant le magasin général de Henderson. Un homme imposant vêtu d'un costume coûteux sortit de la banque située de l'autre côté de la rue. Flanqué de deux hommes armés dont les mains ne s'éloignaient jamais de leurs armes, Vernon Slade imposait le respect sans le demander. Sa seule présence semblait rétrécir le monde autour de lui. Slade possédait le plus grand ranch des trois comtés. Construit sur des terres acquises par des moyens qui ne supportaient pas un examen minutieux. Il contrôlait les droits sur l'eau, les permis de pâturage et la plupart des membres du conseil municipal. Ce que Vernon Slade voulait, Vernon Slade l'obtenait, et malheur à ceux qui étaient assez fous pour se mettre en travers de son chemin. Les habitants de Cedar Ridge avaient bien appris cette leçon. Josiah poussa la porte du magasin de Henderson, une petite cloche annonçant son arrivée. Le propriétaire, un homme mince aux yeux bienveillants et aux cheveux prématurément gris, leva les yeux de son grand livre avec surprise. « Eh bien, que je sois béni, » dit le vieux Henderson, d'une voix empreinte d'une chaleur sincère. « Josiah Hale, bon sang, je te croyais mort de froid là-haut dans les montagnes. »« Pas encore, » répondit Josiah en esquissant un léger sourire. « L'hiver arrive tôt cette année, » acquiesça Henderson d'un air entendu. « Je le sens dans mes os. Que puis-je faire pour toi? » Josiah posa son petit paquet de fourrures sur le comptoir. « J'ai besoin de les échanger contre des provisions. Du sel, du café, des munitions si vous en avez. » Le commerçant examina les fourrures d'un œil expert, passant ses doigts dans les épaisses peaux de castor et testant la douceur des fourrures de renard. « Comme toujours, elles sont d'excellente qualité. Tu as toujours eu un don pour le piégeage. » Pendant que Henderson calculait la valeur des fourrures, l'attention de Josiah fut attirée par des voix à l'extérieur, une foule qui se rassemblait sur la place du village. Par la fenêtre, il pouvait voir des gens former un cercle autour d'une estrade qui n'était pas là à son arrivée. « C'est quoi tout ce remue-ménage? » demanda-t-il. Le visage d'Henderson s'assombrit. « C'est le jour de la vente aux enchères, même si ce n'est pas le genre de vente aux enchères que des gens honnêtes devraient avoir à voir. » Quel genre de vente aux enchères? Les mains du vieil homme s'immobilisèrent sur les pots. La famille Whitman, des gens bien, dirigeait l'orphelinat sur la colline. Tous deux étaient tombés malades de la tuberculose le mois dernier. Elles ont laissé derrière elles trois petites filles, des triplés âgés d'à peine 5 ans. Elles sont adorables comme des anges. Josiah sentit quelque chose de froid s'installer dans son estomac. Et elles sont mises aux enchères. Le comté dit qu'il n'a pas les moyens de les garder. Il faut leur trouver un foyer. Et la seule façon de garantir que quelqu'un en assumera la responsabilité est de rendre la chose officielle. Bien sûr, tout le monde sait qui est le seul à avoir les moyens de faire une offre ici. Par la fenêtre, Josiah pouvait voir Vernon Slade s'approcher de l'estrade, ses bottes coûteuses claquant sur les planches de bois. Même de loin, il y avait quelque chose de prédateur dans les mouvements de cet homme, comme un loup tournant autour d'une proie blessée. « Slade les veut? » demanda Josiah, même s'il connaissait déjà la réponse. Henderson acquiesça d'un air sombre. Il dit qu'il a besoin de travailleurs pour son ranch. Il prévoit de les séparer et de les envoyer chacun dans une partie différente de son exploitation. Il prétend que cela forgera leur caractère et leur apprendra l'indépendance. Josiah sentit son estomac se nouer. Il avait entendu des histoires sur les ouvriers de Slade, des gens qui étaient partis dans son ranch et qu'on ne revoyait presque jamais en ville. Cet homme traitait les êtres humains comme du bétail, et maintenant, il voulait mettre la main sur 3 enfants innocents. « Personne ne va enchérir contre lui? » demanda Josiah. « Avec quel argent? Et même s'ils en avaient, tu crois qu'ils prendraient le risque de s'opposer à Vernon Slade? Cet homme possède la moitié du comté, et la moitié restante est trop effrayée pour oser respirer. » Dehors, le commissaire-priseur, un petit homme nerveux qui cherchait sans cesse l'approbation de Slade, commença à appeler l'attention de la foule. Les 3 petites filles se tenaient sur l'estrade, des sacs en toile de jute sur la tête, comme si elles n'étaient rien d'autre que du grain à vendre.
À travers le tissu rugueux, Josiah pouvait entendre leurs sanglots étouffés et quelque chose se brisa dans sa poitrine. « Combien pour les peaux ?» demanda-t-il d'une voix tendue. Henderson le regarda avec inquiétude. « Josiah, ce sont des fourrures de première qualité. Les valent peut-être 40 $, tout compte fait. Mais c'est loin d'être suffisant pour combien? 40 $. Mais mon garçon, tu ne peux pas penser ce que je crois que tu penses. Slade a 10 fois plus d'argent que ça, et il n'apprécie pas qu'on le contrarie. » Josiah était déjà en train de chercher ses pièces, les ajoutant au paiement de ses fourrures. « Donnez-moi tout ce que je peux obtenir pour tout. Tout. Les provisions dont vous aviez besoin. Oubliez les provisions. » Henderson le fixa longuement, puis secoua lentement la tête. « Vous avez toujours été trop têtu pour votre propre bien, même lorsque vous prêchiez à l'Église. Mais Josiah, c'est différent. C'est de Vernon Slade dont nous parlons. Il vous écrasera comme un insecte. Peut-être, mais je ne peux pas rester là à regarder ces enfants se faire vendre comme du bétail. Certaines choses sont plus importantes que la sécurité. » Le commerçant scruta le visage de Josiah et y vit quelque chose qui le fit se redresser. Lentement, il compta 43 $. Chaque centime que valaient les pots et les pièces restantes de Josiah. « Que Dieu vous aide, mon fils, » murmura Henderson. « Et que Dieu aide ses petites filles. » Josiah empocha l'argent et se dirigea vers la porte. Alors que sa main touchait la poignée, il entendit la voix du commissaire-priseur résonner à travers la place. « Commençons les enchères à 10 $ pour le lot. Est-ce que j'entends 10? » Sans hésitation, la voix de Vernon Slade retentit à travers la foule. « 20 $, et je les prendrai séparément. C'est plus utile ainsi. » Josiah sortit à la lumière du soleil et vit les 3 petites silhouettes sur l'estrade, leurs mains se trouvant malgré les sacs qui leur couvraient le visage. Elles s'agrippaient les unes aux autres comme si c'était la seule chose qui les maintenait ancrées au monde. 7 années passées à se cacher dans les montagnes lui avaient appris beaucoup de choses, mais la plus importante était celle-ci. Fuir la douleur ne la faisait pas disparaître. Cela signifiait simplement qu'on la portait avec soi partout où l'on allait. Ses enfants ne méritaient pas de porter une telle douleur, pas s'ils pouvaient l'empêcher. Il se mit à marcher vers la plateforme des enchères, chaque pas lui donnant l'impression de redevenir l'homme qu'il était autrefois, ou peut-être l'homme qu'il était destiné à devenir. La Bible en cuir dans sa poche semblait s'alourdir à chaque pas, comme si elle se réveillait après un long sommeil. Derrière lui, Henderson se tenait à l'entrée de son magasin, regardant un ermite se transformer à nouveau en prédicateur avec 43 $ et un cœur rempli d'une juste colère. La montagne avait été le sanctuaire de Josiah, mais un sanctuaire était censé préparer un homme au combat qui comptait. Et cela importait plus que toute autre chose depuis 7 longues années. La foule s'écarta lorsque Josiah s'approcha de la plateforme des enchères. Les conversations se transformèrent en murmures lorsque les gens reconnurent l'ermite des montagnes qui n'avait pas été vu en ville depuis 7 ans. Son visage buriné et sa barbe sauvage attiraient des regards curieux, mais c'était la détermination de ses épaules qui poussait les gens à s'écarter. Vernon Slade se tenait près de l'avant, son costume coûteux contrastant fortement avec les vêtements de travail grossiers de tous les autres. Il avait déjà revendiqué son territoire, se positionnant là où le commissaire-priseur pouvait le voir clairement. Ses 2 gardes du corps le flanquaient comme des serre-livres, les mains posées nonchalamment sur leur ceinture d'armes. Sur la plateforme, les 3 petites filles se blottissaient les unes contre les autres d'une manière qui brisait le cœur de Josiah. Les sacs en toile de jute qui leur couvraient la tête étaient grossiers et dégradants, comme si celui qui les avait mis là voulait les dépouiller de leur humanité avant le début du voyage. Mais même à travers le tissu rugueux, leurs petites mains s'étaient trouvées, créant une chaîne de réconfort au milieu de leur terreur. « Est-ce que j'entends 25 ?» demanda le commissaire-priseur d'une voix nerveuse et fluette. C'était un petit homme aux cheveux clairsemés qui semblait préférer être ailleurs. « 25 » répondit immédiatement Slade, d'une voix qui trahissait la confiance d'un homme qui n'avait jamais été surenchéri pour quoi que ce soit qu'il désirait. Le commissaire-priseur scruta la foule, plein d'espoir. 25 une fois. Y a-t-il d'autres enchérisseurs? Le silence s'étendit sur la place comme un souffle retenu. Josiah pouvait voir les visages autour de lui. Des gens bien, pour la plupart, mais qui avaient appris que contrarier Vernon Slade était un luxe qu'ils ne pouvaient se permettre,
Ils avaient des familles à protéger, des entreprises à gérer, des dettes à rembourser. Se dresser contre le pouvoir était un risque que peu pouvaient prendre. Mais Josiah n'avait aucune entreprise à perdre, aucune famille à mettre en danger. Il n'avait rien d'autre que 43 $ et une conscience qui ne lui permettait pas de s'en aller. 30, cria-t-il, sa voix tranchant le silence comme une lame. Toutes les têtes dans la foule se tournèrent vers lui. Le commissaire-priseur cligna des yeux, surpris, et même Slade se retourna pour voir qui osait le défier. Lorsque le regard du rancher se posa sur Josiah, son expression passa de la surprise à quelque chose de plus sombre. « Eh bien, » dit Slade d'une voix qui portait facilement à travers la place, « mais c'est l'ermite des montagnes. Je croyais que tu étais mort là-haut dans les collines. » Josiah ne répondit pas. Son attention était fixée sur les 3 petites silhouettes sur l'estrade. L'une d'elles avait légèrement tourné la tête vers sa voix, et il pouvait voir un petit coin de son visage sous la toile de jute, un aperçu de peau pâle et ce qui pouvait être de l'espoir. « 30 $, répéta le commissaire-priseur, sa voix gagnant en force. « Y a-t-il quelqu'un à 35 » La mâchoire de Slade se crispa de manière presque imperceptible. « 42 » compta immédiatement Josiah. Un murmure parcourut la foule. Quelqu'un à l'arrière chuchota. « Il est en train d'enchérir contre Slade. » Le commentaire traduisait à la fois de l'admiration et de l'inquiétude, comme si les gens regardaient un homme se jeter délibérément dans la course d'un taureau enragé. Slade se tourna alors complètement vers Josiah, plissant les yeux en observant les vêtements usés et l'expression déterminée de l'ermite. « Vous avez 42 $, montagnard. C'est plus d'argent que la plupart des gens de cette ville ne voient un mois. »« J'ai ce que j'ai, » répondit calmement Josiah. « La question est, enchérissez-vous ou ne faites-vous que parler? » La foule retint collectivement son souffle. Personne ne parlait ainsi à Vernon Slade. Le visage du rancher rougit sous son col coûteux, et ses gardes du corps s'agitèrent nerveusement. « Shit. 50 $, lança Slade d'une voix aussi dure que l'hiver. Le commissaire-priseur regarda Josiah avec espoir, mais tout le monde pouvait faire le calcul. 50 $, c'était plus que ce que l'ermite pouvait avoir. Le bref moment de rébellion était terminé, et l'ordre naturel allait être rétabli. Josiah sentit le poids de tous les regards posés sur lui. Il pensa à sa cabane dans les montagnes, au long hiver qui l'attendait, aux provisions dont il avait besoin et qu'il ne pourrait désormais pas acheter. 50 $, c'était effectivement plus que ce qu'il avait. Mais alors, l'une des petites filles sur l'estrade émit un petit bruit, pas tout à fait un sanglot, mais presque, et quelque chose se mit à brûler dans la poitrine de Josiah. « 50 $, dit-il doucement, pour séparer 3 sœurs qui ont déjà tout perdu dans la vie. » La foule s'agita, mal à l'aise. Il y avait quelque chose dans le ton de Josiah qui dépassait le cadre de la vente aux enchères, qui dépassait l'argent et qui mettait tout le monde mal à l'aise. « C'est une vente aux enchères, pas un sermon, » dit froidement Slade. « Vous avez 50 $ ou pas? » Josiah s'approcha de la plateforme, suffisamment près pour que les petites filles puissent l'entendre clairement. « Je n'ai pas 50 $, dit-il, sa voix portant jusqu'aux 4 coins de la place. « Mais j'ai 43 $ et quelque chose que vous n'avez pas, Slade. Et qu'est-ce donc? Une raison de se soucier de savoir si ses enfants dorment en sécurité la nuit. » Le silence qui suivit était différent du précédent, plus lourd, chargé d'une vérité qui rend les gens mal à l'aise et les pousse à regarder leurs chaussures. Même le garde du corps de Slade semblait affecté, mais Slade lui-même se contenta de rire. Un bruit comme du verre qui se brise. 43 $, c'est bon. Alors parie que ce n'est pas suffisant. Il se tourna vers le commissaire-priseur. 50 $, c'est bon. Le commissaire-priseur leva son marteau. 50 $, une fois. Attendez. La voix venait de la foule, faible mais déterminée. Le vieil homme Henderson se fraya un chemin à travers le cercle de personnes, ses mains burinées, tremblant légèrement, tandis qu'il sortait une petite pochette en cuir. « J'ai 7 $, dit-il à voix haute. Je les ajoute à son enchère. » Un murmure parcourut la foule. Henderson risquait son entreprise, son gagne-pain, tout ce qu'il avait construit en 30 ans de travail honnête. « Cela fait 50, » continua Henderson, la voix plus forte. 50 $ pour garder 3 petites filles ensemble. Pendant un instant, Vernon Slade eut l'air sincèrement choqué, puis son expression se durcit et devint méchante. 51, dit-il froidement. 52. Cette voix venait de Martha Holbrook.
La couturière, qui s'avança, une poignée de pièces serrées dans le poing. Ces enfants méritent mieux que d'être traités comme du bétail. 543. Tom Bradley, le forgeron, ses bras massifs croisés sur sa poitrine. J'ai moi-même une fille. Gad, reste là et regarde ça. Un par un, les gens commencèrent à s'avancer. Un quart de dollar ici, 50 cents là. Les pièces étaient sorties des poches et des porte-monnaies avec l'urgence désespérée de personnes qui avaient enfin trouvé quelque chose qui valait la peine de prendre des risques. Tout pour 55 dollars. Le groupe grandissant s'écria à l'unisson. Le visage de Slade était passé du rouge au violet. 60 dollars, grogna-t-il. La foule se tut à nouveau. 60 dollars, c'était plus que ce que la plupart d'entre eux gagnaient en 3 mois. Ce bref moment d'unité vacilla comme une bougie dans le vent. Mais la plus petite des 3 filles sur l'estrade prit alors la parole pour la première fois. Sa voix était étouffée par la toile de jute, mais suffisamment claire pour atteindre toutes les oreilles présentes sur la place. « Je veux rester avec mes sœurs. » C'était une déclaration toute simple, prononcée avec la dignité déchirante d'une enfant qui avait déjà trop perdu. La foule s'agita et Josiah vit quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis 7 ans. Le visage de Dieu se reflétait dans la volonté de gens ordinaires de faire des choses extraordinaires. 61 appela la ville. Le docteur 62 ajouta les ministres. Sa femme 63, le barbier cette fois-ci. Slade se retourna vers la foule, perdant enfin son sang-froid. « Bande d'imbéciles, vous ne savez pas ce que vous faites. Je peux rendre la vie très difficile à ceux qui se mettent en travers de mon chemin. » « Et qu'en est-il des enfants qui se mettent en travers de votre chemin? » demanda Josiah calmement. « Quel genre de vie envisagez-vous pour 3 petites filles qui ont déjà vécu l'enfer? » La question resta en suspens comme de la fumée. Tout le monde connaissait les histoires sur le ranch de Slade, sur les ouvrières qui y allaient et qui n'étaient plus jamais les mêmes après. « 65 dollars, cria la foule, le chiffre provenant d'une douzaine de voix à la fois. Slade regarda autour de lui et vit quelque chose qui le déstabilisa clairement. Toute une communauté unie contre sa volonté. Ces gens avaient eu peur de lui pendant des années. Mais la peur s'avérait moins puissante que l'amour. « Ce n'est pas fini, » dit-il d'une voix basse et menaçante. Il fit demi-tour et s'éloigna d'un pas rageur, ses gardes du corps le suivant comme des ombres. Le commissaire-priseur, visiblement soulagé, abattit son marteau. « Vendu à... » dit-il en marquant une pause, regardant la foule d'un air incertain. « À Josiah Hale, » s'écria Henderson. « Les Phillies vont avec Josiah. » Alors que la foule commençait à se disperser, les gens pressaient des pièces dans les mains de Josiah. Pas seulement l'argent qu'il promit, mais aussi des pièces supplémentaires, des provisions pour le voyage, des vœux chaleureux pour les enfants. C'était comme si toute la ville s'était soudainement souvenue de ce que signifiait être une communauté. Josiah monta sur l'estrade et s'agenouilla à côté des 3 petites filles. Doucement, prudemment, il retira les sacs en toile de jute qui leur couvraient la tête, révélant 3 visages baignés de larmes qui le regardaient avec un mélange de peur et d'espoir désespéré. La plus petite des filles, les cheveux blonds collés à la tête, le regarda droit dans les yeux et prononça les mots qui allaient changer sa vie à jamais. « Allez-vous nous garder ensemble? » « Oui, » répondit Josiah, la voix chargée d'émotion. « Je vous promets que quoi qu'il arrive, vous resterez ensemble toutes les 3. » Pour la première fois en 7 ans, Josiah Hale eut le sentiment d'être exactement là où Dieu voulait qu'il soit. Les roues du chariot grinçaient en rythme tandis qu'ils gravissaient le sentier de montagne, chaque virage les éloignant davantage de Cedar Ridge et les enfonçant plus profondément dans la nature sauvage qui avait été la maison de Josiah pendant 7 ans. Les 3 petites filles étaient blotties les unes contre les autres sur le plateau du chariot, enveloppées dans des couvertures que Martha Holbrook avait mises dans les mains de Josiah avec un panier de nourriture et des instructions strictes pour garder les enfants au chaud et les nourrir. Il avait appris qu'elles s'appelaient Faith, Hope et Grace, des prénoms appropriés pour des enfants qui auraient besoin des 3 en abondance. Faith était l'aînée de quelques minutes. Ses yeux bruns sérieux observaient tout ce qui les entourait, avec l'intensité vigilante de quelqu'un qui avait appris trop jeune que la sécurité n'était jamais garantie. Hope avait des cheveux de la couleur du blé en été et une petite mâchoire obstinée qui rappelait à Josiah Martha lorsqu'elle décidait quelque chose. Grace, la plus petite et la plus fragile, serrait dans ses bras une poupée de chiffon en lambeaux qui avait miraculeusement survécu à leur épreuve.
C'était le seul bien qui leur restait de leur vie d'avant. La poupée était pitoyable. Son visage était usé par d'innombrables nuits passées à être serré contre la peur et la solitude. Un bras ne tenait plus que par des fils et la robe bleue était décolorée. Mais Grace la protégeait comme un trésor. Lorsque Josiah avait aidé les filles à monter dans le chariot, elle lui avait chuchoté que la poupée s'appelait Rosie et qu'elle était très courageuse. « Où allons-nous » demanda Faith alors qu'ils négociaient un autre virage en épingle à cheveux. C'était la première phrase complète que l'un d'entre eux prononçait depuis leur départ de la ville. « À la maison » répondit Josiah, même si ce mot lui semblait étrange. Il considérait la cabane dans la montagne comme une cachette, un endroit où penser ses blessures en privé. L'idée qu'elle devienne une maison, leur maison, était quelque chose qu'il n'avait pas encore tout à fait assimilé. « Comment est-elle » demanda Host en regardant par-dessus le bord du chariot le précipice qui s'enfonçait dans l'ombre. « C'est calme » répondit Josiah. « On a une belle vue sur la vallée. Un ruisseau coule juste devant la porte d'entrée, donc on ne manquera jamais d'eau fraîche. » Il ne mentionna pas que la cabane n'avait qu'une seule pièce, que son lit était une simple charrette encastrée dans le mur, ni qu'il n'avait jamais cuisiné pour quelqu'un d'autre que lui-même. Il ne mentionna pas non plus qu'il n'avait aucune idée de la façon de s'occuper de 3 enfants traumatisés, ni que ses réserves étaient désormais si faibles qu'ils risquaient tous de mourir de faim avant la fin de l'hiver. « Y a-t-il des ours » demanda Grace d'une voix si douce qu'il faillit ne pas l'entendre. « Quelques-uns, mais ils restent généralement tranquilles si on ne les dérange pas, comme la plupart des gens ici. » Faith observa son profil pendant qu'il conduisait. « Êtes-vous comme la plupart des gens » La question le prit au dépourvu. « Je pense que oui. Je vis seul ici depuis longtemps. »« Pourquoi seul » demanda Hope. Josiah sentit le poids de la Bible en cuir dans la poche de son manteau, toujours intact après toutes ces années. Parfois, un homme a besoin de calme pour réfléchir. « À quoi » insista Faith, les yeux sérieux rivés sur son visage. Il jeta un coup d'œil en arrière. 3 petits visages le regardaient avec la confiance pleine d'espoir d'enfants qui avaient déjà tout perdu une fois et qui essayaient de décider s'ils pouvaient se permettre d'espérer à nouveau. « J'ai perdu ma famille il y a quelque temps » dit-il simplement. « Il m'a fallu du temps pour trouver comment continuer après ça. » Les filles absorbèrent cette information en silence. Finalement, Grace prit la parole. « Nous avons perdu notre famille aussi. Je sais. Je suis désolé pour ça. La maladie a emporté notre maman et notre papa, » dit Hope d'un ton neutre. « Et puis la méchante dame du bureau du comté a dit qu'il fallait nous séparer parce que personne ne voulait de 3 enfants à la fois. » « Eh bien, cette dame avait tort, » dit Josiah fermement. « En tout cas, pour la dernière partie. À mesure qu'il grimpait, l'air devenait plus rare et plus frais. Les filles n'étaient jamais montées aussi haut dans une montagne, et leurs yeux s'écarquillèrent devant les vastes étendues qui s'ouvraient sous leurs yeux. Lorsqu'ils atteignirent enfin la dernière crête et virent la vallée s'étendre comme un tapis vert parsemé de ruisseaux argentés, tous 3 poussèrent un cri d'émerveillement. « C'est comme si on regardait le monde entier d'en haut » murmura Faith. « Presque » acquiesça Josiah. « Par temps clair, on peut voir jusqu'au territoire voisin. » La cabane se trouvait dans une clairière naturelle adossée à une falaise de granit qui la protégeait des pires tempêtes. Elle était solidement construite. Josiah avait passé des mois à sélectionner chaque rondin, combler chaque interstice, s'assurer que le toit évacuerait la pluie et la neige avec la même efficacité. Mais en la regardant maintenant à travers les yeux des enfants, il se rendit compte à quel point elle était petite et spartiate. « C'est confortable » déclara Hope avec un optimisme déterminé. « C'est une façon de voir les choses » marmonna Josiah en les aidant à descendre du chariot. À l'intérieur, la cabane était encore plus petite qu'elle ne le semblait de l'extérieur. Son chariot occupait un coin. Une table rudimentaire et 2 chaises occupaient le centre, et ses quelques possessions, une marmite, un fusil, des pièges et des livres, occupaient le reste de l'espace disponible. Il n'y avait nulle part où les 3 enfants pouvaient dormir, nulle part où ils pouvaient ranger leurs affaires, nulle part où ils pouvaient simplement exister sans se gêner constamment les uns les autres. Faith examina l'espace avec l'œil pratique de quelqu'un qui avait appris à se contenter de peu. « Nous pouvons dormir par terre. Cela ne nous dérange pas. »« Vous ne dormirez pas par terre, » dit Josiah d'un ton bourru. « Je trouverai une solution. »
Grace s'était approchée de sa petite collection de livres, passant ses doigts sur les dos. « Tu sais lire ?» demanda-t-elle à certains. « Tu peux nous apprendre ?» Maman nous apprenait à lire avant de tomber malade. Josiah regarda les trois petits visages tournés vers lui avec espoir et sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Un mécanisme rouillé qui se remettait en place après des années d'inutilisation. « Je pense que je peux m'en charger. » À l'approche du soir, il se mit à préparer ce qu'il espérait pouvoir passer pour un dîner. Son repas habituel, composé de haricots et de porc salé, semblait insuffisant pour des enfants. Il ouvrit donc l'un des pots de confiture que Martha Holbrook avait emporté et en tartina des tranches de pain épaisses fournies par Henderson. Les filles mangèrent dans un silence poli, visiblement affamées, mais trop bien élevées pour se plaindre de ce repas frugal. Quand elles eurent fini, Faith débarrassa la table sans qu'on le lui demande, tandis que Hope aidait Grace à se laver le visage et les mains dans le bassin près de la porte. « Où allons-nous dormir ?» demanda Grace alors que l'obscurité envahissait la montagne. Josiah regarda son lit étroit et le sol dur, puis les trois enfants épuisés qui avaient vécu plus de bouleversements en une journée que la plupart des gens en une vie. « Écoutez, dit-il, que diriez-vous de prendre le lit ce soir, et je me contenterai d'un matelas près du feu. » Tous les trois, demanda Hope, les yeux écarquillés. Vous serez peut-être un peu à l'étroit, à trois, mais vous aurez chaud. Alors qu'il les aidait à s'installer sous ces épaisses couvertures de laine, Grace le regarda avec des yeux qui semblaient bien trop vieux pour son petit visage. « Monsieur Josiah, murmura-t-elle. Appelez-moi simplement Josiah. Pas besoin de monsieur. Vous allez nous garder? Vraiment nous garder? » La question le frappa comme un coup physique. Dans sa voix, il entendit tous les enfants abandonnés qui avaient posé cette question. Toutes les promesses non tenues qui lui avaient appris à ne pas trop espérer. « Je vous ai donné ma parole, dit-il doucement. Et là d'où je viens, la parole d'un homme est sacrée. » Elle lui adressa alors le premier vrai sourire qu'il ait vu chez l'un d'entre eux et serra sa poupée en lambeaux contre elle, tandis que le feu se transformait en braise et que la respiration des enfants devenait profonde et régulière. Josiah s'assit sur sa chaise et se demanda dans quoi il s'était embarqué. Bon sang. Trois enfants, trois petites filles qui avaient besoin de nourriture, d'un toit, de vêtements, d'éducation, d'amour et d'une centaine d'autres choses qu'il ne savait pas comment leur fournir. Dehors, un hibou ulula dans l'obscurité et les bruits nocturnes de la montagne enveloppèrent la cabane comme une couverture familière. Demain apporterait son lot de défis. Mais ce soir, pour la première fois depuis 7 ans, Josiah Hale n'était pas seul, et malgré ses craintes, malgré l'impossibilité pratique de ce qu'il avait entrepris, il avait l'impression que c'était la meilleure chose qu'il avait faite depuis très longtemps. La première semaine à la cabane établit un rythme qui surprit Josiah par son naturel. Les filles se levaient avec le soleil, comme le font les enfants, et le temps qu'il allume le feu et prépare le café, elles étaient déjà habillées et prêtes pour tout ce que la journée leur réservait. Faith s'était autoproclamée chef et veillait à ce que Hope et Grace se lavent le visage et se coiffent avant le petit déjeuner. Hope se montrait curieuse de tout et posait des questions sans fin sur la vie à la montagne, la faune sauvage et sur le fonctionnement des choses. Grace, la plus calme des trois, semblait se contenter d'observer et d'absorber, même si elle ne quittait jamais des yeux sa précieuse poupée Rosie. Le troisième matin, Josiah se réveilla et trouva Faith déjà debout, essayant sans succès de rallumer le feu à partir des cendres froides. « Viens », lui dit-il doucement en s'agenouillant à côté d'elle. « Le feu doit respirer tout comme toi et moi. Tu l'étouffes avec trop de petits bois. » Il lui montra comment faire un feu correctement. D'abord l'amadou, puis le petit bois, puis progressivement des morceaux de bois plus gros. Ses petites mains étaient étonnamment fermes, tandis qu'elle suivait ses instructions. Et lorsque les flammes prirent enfin et commencèrent à grandir, son visage s'illumina de fierté. « Peux-tu aussi enseigner l'espoir et la grâce ?» demanda-t-elle. Bien sûr, dans la vie en montagne, tout le monde a besoin de connaître ces choses. Cet après-midi-là, il se retrouva à sculpter 3 petites cuillères en bois à partir d'un morceau de pain séché. Au départ, c'était une nécessité pratique. Ils n'avaient que 2 cuillères à eux deux. Mais tandis qu'ils travaillaient, façonnant chaque manche pour qu'il s'adapte à de petits doigts, cela devint quelque chose de plus. Lorsqu'il les leur présenta après le dîner, soigneusement poncés et polis à l'huile d'ours,
Les visages des filles s'illuminèrent comme s'il leur avait offert des bijoux précieux. « Elles sont magnifiques », murmura Grace en retournant la sienne entre ses mains. « Tu les as faites juste pour nous? » « Il semblait que vous en aviez besoin, » répondit Josiah, essayant de ne pas laisser transparaître son émotion. « Tout le monde devrait avoir sa propre cuillère. » Hope se mit immédiatement à utiliser la sienne pour manger le reste de ses confitures, en prenant soin de faire chaque bouchée de manière théâtrale. Faith étudia les motifs du grain du bois, passant son doigt le long des courbes lisses. Grace serra la sienne contre sa poitrine, comme un autre trésor. « Merci, Papa Josiah, dit-elle doucement. Ces mots le figèrent sur place. Papa Josiah, quand cela s'était-il produit? Quand était-il devenu une figure paternelle pour ses enfants plutôt qu'un simple gardien temporaire? La réponse lui vint alors qu'il regardait Hope montrer à sa poupée comment utiliser correctement une cuillère, qu'il voyait Faith placer soigneusement les 3 cuillères dans un endroit spécial près du lavabo, et que Grace s'endormait cette nuit-là avec Rosie et sa nouvelle cuillère serrée dans ses bras. Cela s'était produit progressivement, naturellement, comme tous les meilleurs changements. Mais cette prise de conscience s'accompagna d'une autre, plus sombre. Vernon Slade n'était pas du genre à accepter la défaite avec élégance, surtout une défaite publique qu'il avait fait passer pour un faible aux yeux de toute la ville. À 2 reprises, Josiah avait aperçu des cavaliers sur le sentier en contrebas de la cabane, trop loin pour qu'ils puissent distinguer leur visage, mais assez près pour qu'ils sachent qu'ils étaient observés. Les visites devinrent plus fréquentes au fil de la semaine. Le vendredi, un homme que Josiah ne reconnaissait pas se présenta au magasin de Henderson, posant des questions anodines sur l'ermite qui avait recueilli les orphelines. Le samedi, Tom Bradley mentionna que des étrangers s'étaient renseignés sur les sentiers de montagne et les meilleurs itinéraires pour atteindre les Hautes-Terres. Le dimanche apporta le message que Josiah attendait. Faith le trouva cloué à un arbre près de leur ruisseau, un morceau de papier avec des lettres majuscules qui disaient « Ces filles ne vous appartiennent pas. Renvoyez-les d'où elles viennent, ou vous le regretterez. » Josiah lut la note 2 fois, puis la plia soigneusement et la glissa dans la poche de sa chemise. Faith l'observait avec l'expression sérieuse qui lui était devenue familière. « Mauvaise nouvelle ?» demanda-t-elle. « Rien que je ne puisse gérer. Est-ce que cela nous concerne? » Il baissa les yeux vers son visage levé vers lui, si jeune, mais déjà marqué par la perte et l'incertitude. Il aurait été facile de lui mentir, mais cela n'aurait pas été juste. Ses enfants avaient déjà été trompés trop souvent par les adultes. Il y a un homme qui n'est pas content que vous viviez ici avec moi. Il pourrait essayer de causer des problèmes, Monsieur Slade. Josiah haussa les sourcils. Vous êtes au courant pour lui? Nous avons entendu des gens en parler à l'orphelinat avant que maman et papa Whitman ne tombent malades. Ils disaient que M. Slade était méchant avec ses employés et que les enfants qui allaient chez lui n'étaient jamais heureux. Josiah sentit une colère froide s'installer dans sa poitrine. « Eh bien, vous n'avez pas à vous inquiéter d'aller chez lui. Vous restez ici avec moi. Je vous le promets. Je te le promets. » Ce soir-là, après que les filles se furent couchées, Josiah s'assit près du feu pour nettoyer son fusil. Cela faisait des années qu'il ne s'en était pas servi pour autre chose que la chasse, mais certaines compétences ne s'oublient jamais. Il vérifia le mécanisme, compta ses munitions et essaya de calculer combien de temps il pourrait tenir si des ennuis venaient à surgir. Le lendemain matin, Hope fit une découverte qui changea tout. Elle explorait les environs du tas de bois lorsqu'elle s'écria avec enthousiasme « Papa Josiah, viens voir ça !» Il la trouva accroupie à côté d'une pierre plate, montrant du doigt quelque chose qui était gravé à sa surface. À première vue, cela ressemblait à des rayures aléatoires. Mais en y regardant de plus près, il se rendit compte qu'il s'agissait d'une carte rudimentaire. Des lignes représentaient des saillies, des X indiquaient des emplacements précis et ce qui semblait être des mesures ou des distances. « D'où cela venait-il » demanda-t-il. « C'était sous ce morceau d'écorce » répondit Hope en montrant un morceau d'écorce de bouleau soigneusement placé sur la pierre, comme si quelqu'un l'avait caché exprès. Faith et Grace les rejoignirent et tous les 4 étudièrent la mystérieuse gravure. Les lignes semblaient correspondre au terrain local. Josiah put identifier ce qui ressemblait à leur ruisseau, le sentier principal menant à Cedar Ridge et plusieurs autres caractéristiques géographiques. « C'est une carte au trésor », déclara Hope avec la certitude d'une enfant de 5 ans. « Ne sois pas ridicule, dit Faith,
Mais sa voix trahissait une certaine curiosité. Les gens n'enterrent pas de trésors dans les montagnes. Grace, qui avait étudié les marques en silence, désigna une série de petits symboles le long d'une des lignes. On dirait des lettres. Regarde, il y a un H et ce qui pourrait être un S. Josiah suivit les lignes gravées du doigt. Un sentiment étrange grandissait dans sa poitrine. Plus il les étudiait, plus elles lui semblaient importantes, comme si quelqu'un avait pris grand soin de les préserver et de les cacher. « Les filles, dit-il lentement, je pense que nous devrions aller voir M. Henderson. Cela pourrait appartenir à votre famille. » « Notre famille ?» demanda Faith, les yeux écarquillés. « La famille Whitman? Vos parents adoptifs? » Cette pierre a été cachée avec beaucoup de soin, et elle est là depuis un certain temps. Ils l'ont peut-être laissée ici pour la mettre en sécurité. Cet après-midi-là, ils se rendirent à Cedar Ridge. La pierre fut soigneusement emballée et glissée dans les sacoches de Josiah. Henderson l'examina avec un enthousiasme croissant, consultant de temps à autre un vieux registre qu'il gardait derrière le comptoir. « Eh bien, que je sois béni, dit-il finalement. On dirait d'une carte de concession minière. Regardez ces marques. Elles correspondent aux anciennes piquettes de levée qui ont été posées il y a environ 6 ans. »« Des concessions minières ?» demanda Josiah. « Oh oui, toute cette chaîne de montagnes a fait l'objet d'un levé pour les droits de miniers à 176. La plupart des sites se sont révélés vides, mais il y en avait quelques-uns qui semblaient prometteurs. » Henderson suivit les lignes gravées du doigt. Si je lis bien, cela montre les concessions qui ont été enregistrées au nom de... Il feuilleta plusieurs pages de son registre. Voilà, des concessions enregistrées au nom d'un certain Marcus Whitman. Les filles se regardèrent avec des yeux écarquillés. « Papa Marcus, murmura Grace, on dirait que ton père adoptif a déposé des demandes de concessions minières sur plusieurs parcelles de terrain montagneux, » continua Henderson. « Légalement parlant, ces concessions auraient été transmises à ses héritiers à sa mort. »« Tes héritiers, » dit Faith avec prudence. « Ce serait nous, acquiesça Henderson, vous trois, conjointement. Bien sûr, les concessions minières ne valent pas grand-chose s'il n'y a rien à exploiter. La plupart de ces anciens droits n'ont jamais abouti à quoi que ce soit. » Mais tandis qu'il parlait, Josiah se souvenait de certaines choses. La détermination de Vernon Slade à acquérir les filles, son insistance à les séparer, ses tentatives d'intimidation de plus en plus agressives. Un homme ne se donnait pas autant de mal pour de la main-d'œuvre bon marché. Il se donnait autant de mal pour quelque chose de précieux. « Monsieur Henderson, dit Josiah doucement, que se passerait-il si quelqu'un essayait d'exploiter des concessions appartenant à quelqu'un d'autre? Eh bien, ce serait du vol, tout simplement. Bien sûr, si les propriétaires légitimes étaient, disons, 3 petites filles sans structure légale, et si quelqu'un avait la garde de ces filles, la voix de Henderson s'éteignit alors que les implications devenaient claires. Il n'allait jamais les utiliser pour les travaux du ranch, dit Josiah, comprenant enfin. Slade voulait les filles parce qu'il voulait leur héritage, et les séparer rendrait plus facile de les contrôler, ajouta Henderson d'un ton sinistre. Difficile pour des enfants de faire valoir leurs droits quand ils ne savent même pas qu'ils en ont. Faith avait écouté cette conversation avec une compréhension croissante. Donc, M. Slade est en colère parce que nous nous sommes échappés avant qu'il puisse nous voler. C'est à peu près ça, confirma Josiah. Alors il va vraiment essayer de nous faire du mal, n'est-ce pas? Josiah baissa les yeux vers les 3 petits visages tournés vers lui. Faith avec ses yeux bruns sérieux, Hope avec sa mâchoire obstinée, Grace serrant sa poupée en lambeaux. Elle méritait de connaître la vérité, même si elle était effrayante. Il va essayer, dit Josiah. Mais essayer et réussir sont 2 choses différentes, et j'ai quelques avantages dont il n'a pas connaissance. Quels avantages? Demanda Hope. Josiah sourit, et pour la première fois depuis des années, c'était le sourire d'un homme prêt à se battre. Je connais ces montagnes mieux que quiconque. J'ai une communauté qui a enfin retrouvé le courage de défendre ce qui est juste. Et j'ai 3 petites filles qui sont plus courageuses et plus intelligentes que cet homme ne pourrait jamais l'imaginer. Il fit une pause, regardant chacune d'elles dans les yeux. La question est, êtes-vous prête à vous battre pour ce qui vous appartient? 3 petites voix répondirent à l'unisson. Oui, papa Josiah. Et à ce moment-là, Josiah comprit qu'elles n'étaient plus seulement sa responsabilité. Elles étaient sa famille, et sa famille valait la peine qu'on se batte pour elle. La photo était jaunie par le temps et fêlée dans un coin,
mais les visages qui les regardaient étaient indéniablement familiers. Josiah la tenait avec précaution, tandis que les trois filles se pressaient autour de lui sur le perron de la cabane. Le soleil matinal fournissait suffisamment de lumière pour en distinguer les détails. « C'est toi, » murmura Faith en désignant le jeune homme debout derrière une femme vêtue d'une simple robe blanche. « Mais tu es tellement différent. » Josiah observa son jeune moi rasé de près, vêtu de son plus beau costume du dimanche, les yeux encore pleins d'espoir en l'avenir. Martha se tenait à côté de lui, la main posée sur l'épaule d'un petit garçon qui ne devait pas avoir plus de 4 ans. Dans ses bras, elle tenait un bébé enveloppé dans une robe de baptême. « C'est ma Martha, » dit Josiah doucement, et ceux-là, c'étaient nos enfants, Samuel et Rebecca. Grace suivit du doigt le contour de la photo. Ils ont l'air heureux. Nous l'avons été pendant un certain temps. Hope, toujours direct, posa la question que les autres se posaient. Que leur est-il arrivé? Josiah leur avait raconté les faits essentiels, à savoir que la maladie avait emporté sa famille, mais il ne leur avait jamais révélé toute l'histoire. En regardant leur visage impatient, il comprit qu'il méritait de savoir quel homme il était avant que le chagrin et la culpabilité ne le poussent à se réfugier dans les montagnes. « J'étais pasteur à l'époque, commença-t-il. J'avais une église dans une ville appelée Millfield, à environ 1 journée de cheval au nord d'ici. Martha jouait de l'orgue et les enfants s'asseyaient au premier rang pendant les offices, silencieux comme des petits anges. « Étiez-vous un bon pasteur? » demanda Faith. « Je pensais avoir une bonne congrégation. Les gens semblaient m'écouter quand je parlais de la foi, de l'espoir et du plan de Dieu pour chacun. » Il fit une pause, se remémorant les dimanches matins remplis de cantiques et de soleil filtrant à travers les vitraux que Martha avait aidé à concevoir. Puis la fièvre s'abattit sur la ville. Elle emporta beaucoup de gens cet hiver-là, mais surtout les enfants et les personnes âgées. Je priais pour tout le monde, rendais visite aux malades, faisais tout ce qu'un pasteur devait faire, selon moi. Grace s'était rapprochée, attirée par la tristesse dans sa voix. Mais Dieu n'écoutait pas. Oh, il écoutait. Mais il ne m'a pas donné les réponses que je voulais entendre. La voix de Josiah se fit plus rauque. Lorsque la fièvre emporta Samuel en premier, je me dis que cela faisait partie du plan de Dieu, qu'il y avait une raison supérieure que je ne pouvais pas comprendre. Lorsque Rebecca tomba malade à son tour, je priais plus fort que je n'avais jamais prié de ma vie. J'ai promis n'importe quoi à Dieu s'il l'épargnait. Les filles attendirent en silence pendant qu'il se ressaisissait. Martha a tenu le plus longtemps, continuant à s'occuper des enfants, même lorsqu'elle pouvait à peine se tenir debout. La nuit où elle est morte, elle m'a regardé et m'a dit « Ne laisse pas cela briser ta foi, Josiah. Ils ont besoin que tu continues à croire pour nous tous. Mais cela a brisé ta foi, » dit Hope avec cette perspicacité que les enfants possèdent parfois, comme un bâton sur les genoux de quelqu'un. Je les ai tous enterrés dans le cimetière de la ville. J'ai moi-même célébré leur service funéraire parce que c'est ce que Martha aurait voulu. Puis j'ai fait mes valises et j'ai disparu. Je ne supportais pas l'idée de parler aux autres de l'amour de Dieu alors que j'avais l'impression qu'il m'avait complètement abandonné. Faith examina à nouveau la photo. « C'est pour ça que tu ne lis plus la Bible? » La question le prit au dépourvu. Il avait oublié à quel point les enfants pouvaient être observateurs, à quel point ils remarquaient les choses que les adultes essayaient de cacher. « Tu l'emportes partout avec toi, » continua-t-elle, « mais tu ne l'ouvres jamais. Je t'ai observé. » Josiah sortit la Bible en cuir usé de la poche de son manteau et la posa sur la marche entre eux. « Je ne l'ai pas ouverte depuis 7 ans. Je continue à la transporter par habitude, je suppose. » Grace tendait la main avec hésitation et toucha la couverture en cuir craquelé. « Peut-être que Dieu attendait que tu reviennes. » « Peut-être qu'il attendait de la bonne raison, » ajouta Hope en regardant ses sœurs d'un air significatif. Avant que Josiah n'ait le temps de répondre, Faith désigna le sentier de montagne. Quelqu'un arrive. 3 cavaliers remontaient le chemin sinueux. Ce n'était pas l'approche prudente et hésitante d'amis, mais l'avancée déterminée d'hommes venus pour affaire. Josiah Erker connut immédiatement le cavalier de tête, Vernon Slade, vêtu de son costume coûteux malgré le terrain accidenté de la montagne. « Les filles, rentrez à l'intérieur, » dit Josiah à voix basse. « Et éloignez-vous des fenêtres. »« Est-ce qu'on se cache? » demanda Grace. « Tu fais juste preuve de prudence. Il y a une différence. » Alors que les cavaliers approchaient, Josiah resta assis sur la marche, la photo et la Bible toujours à ses côtés.
Il voulait que Slade voie qu'il n'était pas intimidé, qu'il était à l'aise sur son propre terrain. Slade retint son cheval à environ 6 mètres de la cabane, ses 2 compagnons le flanquant comme des serre-livres. De près, le rancher semblait plus âgé qu'il ne l'était en ville. Les raids autour de ses yeux témoignaient de nuits blanches et de projets frustrés. « Bonjour, dit Slade d'une voix faussement courtoise. Ça vous dérange si nous descendons de cheval? La route a été longue pour arriver jusqu'ici. C'est un pays libre, répondit Josiah. Mais je ne comprends pas ce qui vous amène jusqu'ici. Slade descendit de sa selle avec une aisance acquise par l'habitude, ses bottes crissant sur le gravier, tout simplement amical. Je voulais voir comment vous vous en sortiez avec ces enfants. 3 petites filles, ça doit être un sacré fardeau pour un homme qui vit seul. Ce n'est pas un fardeau, ce sont de gentilles filles, j'en suis sûr. Mais l'hiver arrive, la grêle aussi. Avez-vous assez de provisions pour 4 personnes? Assez de vêtements chauds? Assez de nourriture pour tenir jusqu'au printemps? Josiah se leva lentement, laissant sa grande taille jouer en sa faveur. Même dans ses vêtements de montagne, il avait une allure imposante. Nous nous débrouillerons. C'est justement ce qui m'inquiète, continua Slade, d'un ton plus vif. Les enfants ont besoin de soins appropriés, d'une éducation appropriée, d'une surveillance appropriée. Que se passera-t-il si vous vous blessez, tombez malade ou pire encore? Que leur arrivera-t-il alors? La même chose qui arrive à tous les enfants quand des problèmes surviennent, la communauté s'occupe d'eux. Slade rit, mais son rire n'avait rien d'amusant. Quelle communauté? Tu te caches ici depuis 7 ans. Ne me dis pas que tu te soucies soudainement de faire partie de la société de Cedar Ridge. L'un des hommes de Slade, un personnage maigre au visage dur, avec un pistolet accroché à la hanche, prit la parole pour la première fois. Il me semble que ces filles seraient plus en sécurité avec des gens qui savent comment subvenir à leurs besoins correctement. Et je suppose que vous connaissez quelqu'un comme ça, demanda Josiah. En fait, répondit Slade. Je suis en contact avec des gens à Denver. Ils dirigent une institution pour enfants orphelins avec du personnel qualifié, des programmes éducatifs, tout ce qu'il faut. Ils seraient prêts à accueillir les 3 filles sans poser de questions. Ensemble, demanda Josiah. Eh bien, cela dépendrait de leurs besoins et aptitudes individuelles. Il vaudrait peut-être mieux les placer dans des programmes différents, les laisser développer leur propre identité au lieu d'être toujours les triplés. Voilà, le vrai plan, à peine déguisé. Séparer les filles, les disperser là où elles ne pourraient pas se soutenir mutuellement, ni faire valoir leurs droits sur les concessions minières de leur père. C'est très attentionné de votre part, Slade, dit Josiah d'un ton neutre. Mais elles restent ici, n'est-ce pas? Parce que j'ai examiné la situation juridique. Et il me semble qu'un homme célibataire sans revenu fixe et sans expérience dans l'éducation des enfants n'est peut-être pas le meilleur tuteur pour 3 petites filles. Les tribunaux ont tendance à désapprouver ce genre d'arrangement. La menace était claire. Slade avait des avocats, de l'argent et de l'influence. Il pouvait rendre la vie de Josiah très difficile par des voies légales, et ils le savaient tous les deux. Bien sûr, poursuivit Slade, si vous étiez prêt à vous montrer raisonnable, nous pourrions peut-être trouver un arrangement. Je suis prêt à vous offrir une somme équitable pour votre peine. Disons 200 $ et je m'assurerai que les filles soient placées dans de bons foyers. 200 $, répéta Josiah. Plus d'argent que vous n'en avez vu depuis des années, je suppose. Assez pour vous permettre de passer plusieurs hivers dans le confort. Josiah regarda les 3 hommes, puis la porte fermée de sa cabane où il savait que les filles écoutaient chaque mot. 200 $, c'était en effet plus d'argent qu'il n'en avait vu depuis des années. Cela résoudrait ses problèmes immédiats, lui apporterait la sécurité, lui permettrait de retrouver la vie simple qu'il s'était construite. Mais cela reviendrait aussi à trahir 3 enfants qui avaient déjà été trahis trop souvent. Voici ma contre-proposition, dit Josiah calmement. Remontez sur vos chevaux et descendez cette montagne. Ne revenez pas. N'envoyez personne d'autre. Et laissez ces filles tranquilles pour qu'elles puissent vivre leur vie en paix. Si je ne le fais pas, vous découvrirez que certaines choses comptent plus pour un homme que son propre confort. Slade le fixa longuement, puis secoua la tête. Vous faites une erreur, Hale, une grosse erreur. Ce ne serait pas la première fois. Alors que les 3 cavaliers se préparaient à partir, Slade se retourna une dernière fois. Ce n'est pas fini. Non, acquiesça Josiah.
Je ne m'attends pas à ce que ça le soit. Il resta sur le perron jusqu'à ce que les Cavaliers disparaissent au premier virage, puis il rentra et trouva les trois petites filles blotties les unes contre les autres près de la cheminée. « Nous avons tout entendu, » dit Faith doucement. « Tant mieux. Alors vous savez où nous en sommes. » Grace leva les yeux vers lui avec un regard qui semblait bien trop mature pour son petit visage. « Tu as peur, papa Josiah? » Josiah réfléchit sérieusement à la question. « Mais pas de Vernon Slade. De quoi as-tu peur? De vous décevoir? De vous laisser tomber comme j'ai laissé tomber ma propre famille? » Faith se leva et se dirigea vers la vieille photo posée sur la table. Elle l'étudia un instant, puis le regarda à nouveau. « Tu ne les as pas laissés tomber, » dit-elle avec une conviction tranquille. « Parfois, les mauvaises choses arrivent, c'est tout. Mais tu nous as sauvés et nous n'irons nulle part. » Comme pour sceller le pacte, elle prit la Bible usée et la plaça dans ses mains. « Il est peut-être temps, » dit-elle simplement. Josiah baissa les yeux vers le livre qui avait autrefois été son guide et son réconfort. Lentement, prudemment, il l'ouvrit à une page qu'il avait marquée des années auparavant. Psaume 68, verset 5, Père des orphelins, défenseur des veuves, Dieu est-il dans sa demeure sainte? Pour la première fois en 7 ans, les mots ne lui semblaient plus être une moquerie. Ils lui semblaient être une promesse qu'il était enfin prêt à tenir. Octobre arriva avec une neige précoce qui saupoudra les sommets de blanc et envoya le premier vrai froid dans l'air de la montagne. Josiah se réveilla et trouva du givre sur les fenêtres de la cabane, et les filles blotties les unes contre les autres sous toutes les couvertures qu'elles possédaient. L'hiver arrivait plus vite que prévu, et ils n'étaient pas prêts. Le mois dernier avait été une lutte constante contre le temps et les circonstances. Les réserves de nourriture étaient dangereusement basses, malgré un rationnement minutieux. Les vêtements, le peu que les filles avaient emporté avec elles, étaient insuffisants pour les hivers en montagne. Mais le plus inquiétant était que le harcèlement de Slade était passé des menaces au sabotage. À 2 reprises, Josiah avait trouvé ses pièges coupés et dispersés. Quelqu'un avait contaminé leur principale source d'eau en déversant quelque chose en amont qui avait laissé une pellicule huileuse à la surface. Plus inquiétant encore, son stock de bois de chauffage pour l'hiver avait été dispersé et une grande partie avait été volée pendant une nuit où il avait dû se rendre à Cedar Ridge pour s'approvisionner. Le message était clair. Abandonnez les filles ou regardez-les souffrir pendant un hiver qui pourrait les tuer toutes. Papa Josiah, dit Faith pendant leur maigre petit déjeuner composé de bouillie de maïs et des dernières baies conservées. J'ai réfléchi. C'est généralement dangereux, répondit-il, essayant d'apporter un peu de légèreté à leur situation de plus en plus désespérée. Et si nous allions voir le shérif pour lui parler de M. Slade qui essaie de voler les concessions minières de notre papa? Josiah redoutait cette conversation. Le shérif Jenkins est un homme bien, mais il a ses propres problèmes. La moitié de son territoire est contrôlée par des hommes qui doivent des faveurs ou de l'argent à Slade. L'autre moitié a trop peur pour lui tenir tête. Hope leva les yeux de sa poupée qu'elle nourrissait à petites bouchées. Il n'y a donc personne pour nous aider. Il y a nous, dit Grace doucement. Nous nous aidons les uns les autres. Cette simple déclaration frappa Josiah comme un coup physique. Voici une enfant de 5 ans qui avait déjà tout perdu une fois, confrontée à la possibilité de tout perdre à nouveau, et sa réponse était de se concentrer sur ce qu'ils avaient encore plutôt que sur ce qui leur manquait. « Tu as raison, » dit-il en tendant la main par-dessus la table pour toucher sa petite main. « Nous nous aidons mutuellement et nous sommes plus forts que Slade ne le pense. »« À quel point? » demanda Faith. Au lieu de répondre par des mots, Josiah se leva et se dirigea vers un coffre en bois dans le coin, l'un des rares meubles qu'il avait emportés de son ancienne vie. « À l'intérieur, » dit-il en sortant une petite pochette en cuir, et il revint à la table. « Voici la griffe d'un puma, » dit-il en ouvrant de la pochette pour révéler une griffe incurvée et jaunie de près de 700 cm de long. « Je l'ai prise au plus gros félin que j'ai jamais traqué. J'ai passé 2 semaines à le suivre à travers une région si accidentée qu'elle aurait brisé le moral de la plupart des hommes. » Faith se pencha en avant, fascinée. « Pourquoi l'avez-vous chassé? » Il volait des veaux dans les ranchs de la vallée, mais plus que cela, il était beau, dangereux et libre. Et j'avais besoin de me prouver à moi-même quel genre d'homme j'étais. Il se mit à travailler avec son couteau, perçant soigneusement un trou à la base de la griffe. Ce félin m'a appris quelque chose d'important.
Ce ne sont pas les plus grands ou les plus forts qui survivent d'ici. Ce sont les plus intelligents et les plus déterminés. Quand il eut terminé, il enfila un cordon de cuir dans le trou et le noua pour en faire un collier. Faith, dit-il solennellement, c'est toi qui gardes tes sœurs ensemble, qui veilles à ce qu'elles soient en sécurité et bien traitées. Cela fait de toi la guerrière la plus féroce de cette famille. Il passa le collier autour de son cou, et ses yeux s'écarquillèrent de fierté et de responsabilité. C'est magnifique, murmura-t-elle. C'est plus que ça. C'est un rappel que tu as un cœur de combattante, même si tu es petite. Et parfois, les plus petits combattants sont les plus dangereux, car les gens les sous-estiment. Cet après-midi-là, des visiteurs inattendus arrivèrent, mais ils étaient les bienvenus. Tom Bradley, le forgeron, arriva avec son chariot chargé de provisions. Derrière lui venait Martha Holbrook avec des paquets de vêtements chauds et le vieil homme Henderson avec un sac de nourriture qui leur permettrait de tenir plusieurs semaines. « Qu'est-ce que tout cela ?» demanda Josiah alors qu'il commençait à décharger. « La communauté prend soin des siens », répondit Bradley d'un ton bourru. « On a parlé en ville de ce que Slade a fait. Je me suis dit que s'il veut jouer sale, on peut jouer intelligent. » Henderson l'a pris à part pendant que les filles aidaient Martha à trier les manteaux d'hiver et les bottes chaudes qui leur iraient. Slade parle de poursuites judiciaires. Il prétend que vous n'êtes pas un tuteur apte et que les filles seraient mieux dans une institution. Il a des avocats. Il a quelque chose, mais nous avons fait nos propres recherches. Henderson sortit un dossier rempli de documents. Il s'avère que les concessions minières de Marcus Whitman valent plus que nous le pensions. Beaucoup plus. Josiah a étudié les documents, les études géologiques, les rapports et les dossiers juridiques qui brossaient le tableau d'importants gisements minéraux disséminés dans la chaîne de montagnes. Combien cela pouvait-il valoir? Des milliers, voire des dizaines de milliers, si les filons étaient suffisamment profonds. Pas étonnant que Slade soit si déterminé à mettre la main sur ses filles et à savoir si les concessions sont valides. Elles ont toutes été correctement enregistrées, tous les frais ont été payés, toutes les exigences légales ont été respectées. Ces filles pourraient devenir très riches si elles parviennent à conserver leurs droits jusqu'à leur majorité. Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis autour du feu et savouraient leur premier repas complet depuis des semaines, Faith tripota le collier en griffe de puma et posa la question qui tracassait Josiah depuis le matin. « Papa Josiah, si les concessions de notre papa valent autant d'argent, pourquoi vivions-nous à l'orphelinat? Pourquoi notre papa n'a-t-il pas utilisé cet argent pour prendre soin de nous? » C'était une question légitime qui méritait une réponse honnête. Parfois, un homme peut être riche sur le papier, mais pauvre dans ses poches. Les concessions minières sont comme des promesses. Elles peuvent en rapporter un jour, mais elles ne permettent pas de mettre de la nourriture sur la table aujourd'hui. Votre papa a probablement déposé ses concessions dans l'espoir de subvenir à vos besoins à l'avenir. Donc, il pensait déjà à nous à l'époque, demanda Grace. Je crois que oui. Je crois que vos deux parents faisaient tout leur possible pour s'assurer que vous ne manquiez de rien, même après leur départ. Hope leva les yeux des mitaines chaudes que Martha avait tricotées pour elle, comme vous le faites pour nous maintenant. La comparaison prit Josiah au dépourvu. Était ce qu'il faisait, planifier leur avenir, s'assurer qu'elles seraient en sécurité et qu'on subviendrait à leurs besoins même s'il lui arrivait quelque chose. Je suppose que c'est comme ça, admit-il, tandis que les filles se préparaient à aller se coucher, un processus qui comprenait désormais des chemises de nuit chaudes et suffisamment de couverture pour les garder au chaud. Faith s'approcha de lui avec un air sérieux. « Papa Josiah, j'ai une question importante à te poser. Qu'est-ce donc? Tu comptes te battre contre M. Slade? Vraiment te battre contre lui? » Josiah réfléchit soigneusement à sa réponse. Ses enfants avaient déjà vécu suffisamment d'incertitude et de peur. Elles méritaient la vérité, mais elles méritaient aussi toute la tranquillité d'esprit qu'il pouvait leur offrir. « Je compte protéger notre famille, » finit-il par dire. « Quoi qu'il en coûte, même si c'est dangereux, surtout si c'est dangereux. Certaines choses valaient la peine de prendre des risques. » Faith acquiesça solennellement, sa petite main touchant la griffe de puma à sa gorge. « Alors nous t'aiderons. Nous sommes aussi des combattants. » Dehors, le vent se leva, annonçant l'arrivée d'un temps plus rude. Mais à l'intérieur de la cabane, 4 personnes qui s'étaient retrouvées contre toute attente se préparaient à affronter toutes les tempêtes à venir, qu'elles soient naturelles ou causées par l'homme. Josiah ouvrit sa Bible ce soir-là et lut dans l'Ecclésiaste.
Deux valent mieux qu'un, car ils ont un bon retour pour leur travail. Si l'un d'eux tombe, l'autre peut l'aider à se relever. Trois, c'était encore mieux, pensa-t-il en regardant les filles dormir paisiblement dans leur lit chaud. Et quatre, c'était une famille pour laquelle il valait la peine de se battre. Demain apporterait de nouveaux défis, mais ce soir, ils étaient en sécurité, au chaud et ensemble. Pour l'instant, cela suffisait. Le document arriva un mardi matin de novembre, livré par un jeune homme nerveux qui avait chevauché sans relâche depuis Denver. Son cheval était couvert de sueur malgré le froid, et ses mains tremblaient lorsqu'il remit à Josiah l'enveloppe à l'aspect officiel. « Vous êtes Josiah Hale ?» demanda le coursier en jetant des regards nerveux autour de lui, comme s'il s'attendait à ce que des ennuis surgissent des arbres. « C'est moi. J'ai une assignation à comparaître pour vous. Vous devez vous présenter au tribunal de Denver dans 2 semaines. Il s'agit d'une procédure de garde d'enfants. » Les filles se rassemblèrent autour de Josiah, tandis qu'il ouvrait l'enveloppe, leur visage reflétant la même angoisse qu'il ressentait au creux de son estomac. À l'intérieur se trouvaient plusieurs documents portant le sceau du tribunal territorial du Colorado, ainsi qu'une lettre rédigée sur du papier à un-tête coûteux et portant le nom de Vernon Slade. « Qu'est-ce que ça dit ?» demanda Faith d'une petite voix. Josiah parcourut le texte juridique, le cœur serré à chaque paragraphe. Les esclaves demandent au tribunal de vous placer sous la tutelle du territoire. Ils prétendent que je suis un tuteur incompétent, sans ressources ni statut juridique approprié. Peut-il faire ça? Demanda Hope. Il est en train de le faire. Josiah continua à lire, la colère montant en lui. Il est écrit ici qu'il est prêt à assumer lui-même la tutelle avec le soutien total des commissaires du comté et de divers citoyens concernés. Mais c'est le dernier document qui lui glaça le sang. Une évaluation détaillée des concessions minières de Marcus Whitman, accompagnée de récentes études géologiques et d'analyses minérales. Les chiffres étaient stupéfiants. Ce que Henderson avait estimé à des milliers s'élevait en réalité à des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de dollars de gisements d'argent et de cuivre. Comment Slade a-t-il obtenu ces informations? Marmonna Josiah en étudiant les rapports techniques. Faith regarda par-dessus son épaule. Quelles informations? Ces études sont récentes. Quelqu'un s'est rendu sur les concessions de ton père pour effectuer des évaluations minières professionnelles. Ce niveau de détail coûte très cher et nécessite un équipement spécialisé. Les implications étaient inquiétantes. Soit Slade planifiait cela depuis bien plus longtemps que quiconque ne le pensait, soit il avait accès à des ressources et à des informations qui dépassaient de loin ce qu'un éleveur régional devrait posséder. Cet après-midi-là, Josiah prit la difficile décision de laisser les filles avec Martha Holbrook pendant qu'il se rendait à Cedar Ridge pour obtenir des réponses. Il trouva Henderson dans son magasin, mais l'attitude amicale habituelle du vieil homme avait laissé place à une inquiétude visible. « Je vous attendais, » dit Henderson, avant que Josiah n'ait le temps de parler. « J'ai entendu parler de la convocation au tribunal. Comment avez-vous appris cela? » Les nouvelles vont vite quand Vernon Slade le veut. Il a répandu la nouvelle dans toute la ville, comme si c'était déjà fait. Josiah posa les études géologiques sur le comptoir. « Elles vous semblent familières? » Henderson les examina avec une inquiétude grandissante. « Où les avez-vous trouvées? » Elles accompagnaient les documents du tribunal. La question est, comment Slade les a-t-il obtenus? D'après les dates, ces études ont été réalisées au cours des 6 derniers mois. C'est impossible. Personne n'a exploité ces concessions. J'en aurais entendu parler. Vraiment? Ces montagnes sont immenses et il y a beaucoup de régions que personne ne visite régulièrement. Le visage de Henderson pâlit tandis qu'il continuait à lire. Josiah, si ces chiffres sont exacts, il ne s'agit pas de petites concessions minières. C'est une richesse minérale considérable, du genre qui attire l'attention des grandes entreprises et des investisseurs sérieux. Quel genre d'attention? Avant que Henderson n'ait pu répondre, la clochette du magasin tinta et le Dr. Patterson entra, sa maillette médicale à la main et l'air sombre. Il jeta un coup d'œil autour de lui pour s'assurer qu'ils étaient seuls, puis s'approcha du comptoir. « Messieurs, nous devons parler en privé. » Henderson verrouilla la porte d'entrée et baissa les stores. « Que s'est-il passé, Doc? J'ai soigné un patient, un géologue, qui a fait une mauvaise chute dans les montagnes il y a environ 1 mois, s'est cassé la jambe et a dû rester alité pendant des semaines. Il a parlé et ce qu'il a dit n'est pas très réjouissant. » Josiah sentit le sang se glacer dans ses veines. Continuez. « Il semble qu'il ait été engagé par un consortium minier de Denver
pour effectuer des évaluations secrètes de diverses concessions dans toute la région. Il était très bien payé pour garder le silence sur ses découvertes et ne rendre compte qu'à ses employeurs. Laisse-moi deviner, Josiah a dit que l'un de ses employeurs était Vernon Slade. Pire que ça, Slade n'est pas le principal acteur, il n'est que le représentant local. L'argent qui finance cette opération provient d'investisseurs de l'Est qui ont discrètement acheté des droits miniers et des concessions d'eau sur tout le territoire du Colorado. Ils préparent quelque chose d'énorme. Henderson s'effondra dans un fauteuil derrière le comptoir. À quel point une exploitation minière industrielle, des centaines de travailleurs, des équipements gigantesques, une ville minière. Ils ont déjà commencé à acquérir des terres et des ressources, mais ils avaient besoin des concessions de Whitman pour compléter leur portefeuille. Les pièces du puzzle s'assemblaient avec une terrible clarté. C'est pourquoi Slade était si déterminé à récupérer les filles. Josiah affirmait qu'il ne s'agissait pas de main-d'œuvre bon marché, ni même de contrôle local. Il travaillait pour des gens très riches qui avaient des projets à long terme. Et cela empire. Le Dr. Patterson poursuivit. D'après mon patient, il planifiait cela depuis plus de 2 ans. L'incendie de l'orphelinat, la maladie des Whitman, même le moment choisi pour la vente aux enchères, rien de tout cela n'était une coïncidence. Ces mots frappèrent Josiah comme des coups physiques. Vous voulez dire que quelqu'un a délibérément? Je dis qu'il y a des gens qui sont prêts à tout pour acquérir des biens de valeur et que ces 3 petites filles représentent le plus grand obstacle à une entreprise très rentable. Les mains de Henderson tremblaient tandis qu'il se servait un verre à partir d'une bouteille qu'il gardait sous le comptoir. Les Whitman ne sont pas morts de cause naturelle, n'est-ce pas? Je ne peux pas le prouver, a répondu le Dr. Perry, mais je les ai soignés tous les 2, et leurs symptômes étaient inhabituels. Cela aurait pu être la tuberculose, comme nous le pensions. Cela aurait pu être autre chose. Josiah sentit monter en lui une rage qui éclipsait tout ce qu'il avait connu depuis la mort de Martha et des enfants. L'idée que quelqu'un ait pu assassiner 2 personnes honnêtes juste pour mettre la main sur des concessions minières était presque trop monstrueuse à envisager. « Et le procès ?» demanda-t-il en serrant les dents. « Ce n'est que le début », expliqua le Dr. Patterson. « S'ils parviennent à obtenir la garde légale des filles par voie judiciaire, tout deviendra beaucoup plus simple. Les enfants seraient placés dans une institution contrôlée par les associés de Slade. Leurs concessions seraient gérées par des tuteurs nommés par le tribunal qui travaillent justement pour le consortium minier. Et d'ici 1 an ou 2, ces concessions seraient vendues au profit des enfants à des prix bien inférieurs à leur valeur réelle. Et les filles disparaîtraient dans le système, finissant probablement dans des ateliers de travail à l'Est, loin de quiconque pourrait poser des questions gênantes sur leur héritage. La pièce devint silencieuse lorsque toute l'étendue du complot apparut clairement. Il ne s'agissait pas seulement de cupidité locale ou même de politique régionale. Ils étaient confrontés à des criminels organisés et bien financés qui avaient déjà démontré leur volonté de commettre des meurtres. « Que faisons-nous » demanda Henderson. Josiah se leva et commença à faire les 100 pas, son esprit passant en revue les possibilités et les obstacles. Tout d'abord, nous devons nous assurer que les filles sont en sécurité. Si les hommes de Slade sont prêts à tuer des adultes, ils n'hésiteront pas à faire du mal aux enfants qui se dressent sur leur chemin. Où peuvent-elles se cacher? Ce consortium a des ressources partout. Pas partout. Pas dans les hautes terres où je connais tous les sentiers et toutes les cachettes. Josiah s'interrompit, frappé par une soudaine prise de conscience. Attendez, s'ils ont besoin des concessions minières des filles pour compléter leurs avoirs, que se passe-t-il si ces concessions ne peuvent pas être exploitées? Le Dr. Patterson comprit immédiatement. Vous voulez dire si les terres devenaient inutilisables pour l'exploitation minière? Je veux dire, si certaines caractéristiques géologiques changeaient de telle sorte que l'extraction devenait impossible ou non rentable. Henderson avait l'air perplexe, mais le Dr. Patterson acquiesçait, comprenant de mieux en mieux. Il existe des moyens de rendre les concessions minières sans valeur, sans pour autant porter atteinte à la propriété légale. Des moyens dangereux, ami Josiah, mais peut-être notre seule option si nous ne pouvons pas les battre devant les tribunaux. Et la loi, si nous présentions des preuves de cette conspiration à... Qui? Josiah l'interrompit. Vous l'avez dit vous-même. Ce consortium a de l'influence et des ressources sur tout le territoire. Comment savoir quels juges, shérifs et fonctionnaires sont déjà à leur solde?
Le docteur Patterson sortit un petit carnet et commença à écrire. Il y a peut-être un autre moyen. Mon patient a mentionné que les plans du consortium dépendent du maintien du secret jusqu'à ce qu'ils aient acquis toutes les concessions nécessaires. Si leurs activités étaient rendues publiques, en particulier dans les journaux de Denver, cela pourrait compliquer considérablement les choses. Comment cela? Les gouverneurs territoriaux subissent des pressions de Washington pour réprimer la spéculation minière et la fraude foncière. Si les preuves de cette conspiration parvenaient aux bonnes personnes au sein du gouvernement territorial, Josiah sentit une lueur d'espoir. Cela pourrait exposer toute l'opération et la détruire complètement. Ces investisseurs de l'Est ne veulent pas de publicité ni de contrôle gouvernemental. Ils préfèrent travailler dans l'ombre, achetant discrètement des politiciens et des juges. La lumière du jour est leur ennemi. Henderson avait écouté attentivement et il prit la parole avec un enthousiasme croissant. J'ai un neveu qui travaille pour le Rocky Mountain News à Denver. C'est un bon journaliste, un homme honnête. Si nous pouvions lui fournir les preuves. Quelles preuves? Demanda Josiah. Nous avons des soupçons et la parole d'un géologue blessé. Ce n'est pas suffisant pour démanteler un complot de cette ampleur. Le docteur Patterson sourit d'un air sombre. En fait, mon patient a conservé des registres détaillés de son travail, des cartes, des rapports d'analyse, de la correspondance avec ses employeurs. Il est prêt à témoigner si cela permet d'arrêter des personnes qui pourraient être des meurtriers. Pourquoi prendrait-il ce risque? Parce qu'il a une fille à peu près du même âge que vos filles, et l'idée que des enfants puissent être maltraités pour de l'argent le rend malade. Josiah sentit un plan commencer à se former dans son esprit. C'était risqué, voire suicidaire, mais c'était peut-être leur seule chance de protéger les filles et de révéler la vérité. Voici ce que nous allons faire, dit-il d'une voix empreinte de l'autorité d'un homme qui avait retrouvé sa raison d'être. Dr. Patterson, rassemblez les preuves de vos patients et contactez le neveu de Henderson. Henderson, coordonnez-vous avec les habitants de la ville qui nous ont soutenus lors de la vente aux enchères. Nous allons avoir besoin de leur aide à nouveau. Et vous? Demanda Henderson. Je retourne chercher les filles et me préparer à la guerre. Si ce consortium veut tellement ses concessions minières qu'il est prêt à commettre des meurtres, il ne va pas abandonner simplement parce que nous l'avons démasqué. Il va y avoir une bataille et j'ai l'intention d'y être prêt. Alors qu'il s'apprêtait à partir, le docteur Patterson lui saisit le bras. Josiah, vous réalisez à quoi vous vous exposez. Ces gens ont des tueurs professionnels, des ressources illimitées, et aucun scrupule à tuer quiconque se met en travers de leur chemin. Alors ils sont sur le point d'apprendre quelque chose d'important, répondit Josiah. Sa main effleura inconsciemment la Bible dans la poche de son manteau. Parfois, l'ennemi le plus dangereux est celui qui n'a plus rien à perdre et tout à gagner. Le trajet de retour vers la cabane lui donna le temps de réfléchir, et lorsqu'il arriva à la refuge dans la montagne, Josiah avait pris sa décision. Le consortium voulait un combat. Il l'aurait, mais ce serait selon ses conditions, sur son territoire, avec des armes qu'il ne pourrait pas acheter et des tactiques auxquelles il ne s'attendrait pas. Les filles l'attendaient sous le porche, et la vue de leur visage confiant renforça sa détermination. Quoi qu'il arrive dans les jours à venir, il ne laisserait pas ses enfants devenir les victimes de la cupidité d'autrui. La guerre pour leur avenir était sur le point de commencer. La montre de poche avait appartenu au père de Josiah, puis au père de son père avant lui. 3 générations d'hommes de Hale l'avaient porté, marquant le thème à travers les naissances et les décès, les saisons et les chagrins, les moments de joie et les périodes de dures épreuves. Le boîtier en or avait été poli par d'innombrables mains, et l'inscription à l'intérieur, « Le temps est un cadeau de Dieu à l'homme », s'était estompée mais n'avait pas disparu. Josiah la tenait maintenant pour ce qui pourrait être la dernière fois, sentant son poids familier dans sa paume alors qu'il était assis près de la cheminée de la cabane. Les filles dormaient dans le lit qu'elles partageaient désormais toutes, blotties sous les couettes que Martha Holbrook avait apportées lors de sa dernière visite. Dehors, la neige tombait sans discontinuer, transformant le monde en un manteau blanc qui rendrait les déplacements périlleux, mais qui dissimulerait également ce qui les attendait. Demain était le grand jour. Après 2 semaines de planification minutieuse et de préparatifs désespérés, tout allait se décider au tribunal de Denver. Soit les filles resteraient avec lui en tant que sa famille légalement reconnue,
soit elles disparaîtraient dans un système conçu pour leur voler leur héritage et peut-être même leur vie. Les preuves rassemblées par le Dr. Patterson étaient convaincantes. Des rapports détaillés du géologue blessé, des correspondances prouvant l'implication du consortium minier, témoignages de témoins qui brossaient un tableau clair du complot et de la fraude. Le neveu de Henderson, au Rocky Mountain News, avait déjà commencé à publier des articles sur des concessions minières suspectes et des spéculateurs de l'Est, attirant l'attention du public et rendant nerveux les juges corrompus. Mais Josiah avait vécu assez longtemps pour savoir que la justice et la loi ne marchaient pas toujours main dans la main, surtout lorsqu'il s'agissait de sommes d'argent importantes. Le consortium disposait de ressources qu'il ne pouvait égaler, d'une influence qu'il ne pouvait contrer et d'une volonté de faire tout ce qui était nécessaire pour protéger son investissement. C'est pourquoi la montre de poche devait disparaître. Il avait pris cette décision 3 jours plus tôt, après avoir calculé leurs frais juridiques et réalisé qu'ils auraient besoin de tous les avantages que l'argent pouvait leur procurer. Un bon avocat à Denver coûtait plus cher que ce que la plupart des hommes gagnaient en un an, et l'affaire de la jeune fille était suffisamment compliquée pour nécessiter la meilleure représentation possible. La montre permettrait d'engager un avocat compétent tout en laissant quelque chose pour l'avenir de la jeune fille. C'était la bonne décision, la seule décision possible. Mais c'était comme si on lui arrachait un morceau de son âme. Papa Josiah. Il se retourna et vit Faith debout dans l'embrasure de la porte, sa petite silhouette éclairée par la faible lueur de la chambre. Elle portait l'une des chemises de nuit en flanelle que Martha lui avait cousues, et ses cheveux tombaient librement sur ses épaules. « Tu ne dors pas ?» demanda-t-il doucement. Elle secoua la tête et traversa la pièce à pas feutrés pour s'asseoir à côté de lui sur le banc. « Je n'arrête pas de penser à demain. »« Et demain? Et si nous perdons? Et si le juge décide que nous devons partir avec M. Slade? » Josiah posa soigneusement la montre de poche sur la cheminée et passa son bras autour des épaules de la petite fille. « Nous verrons bien le moment venu, mais je n'ai pas l'intention de perdre. Comment peux-tu en être sûr? Parce que nous nous battons pour quelque chose de plus important que l'argent ou le pouvoir. Nous nous battons pour notre famille, pour le droit de rester ensemble, pour la justice. Ce sont des forces puissantes, Faith. Parfois, elles sont plus fortes que tout l'argent du monde. » Elle se blottit contre lui, et il sentit son petit corps trembler. Pas à cause du froid, mais à cause de la peur et de l'incertitude. Hope avait fait un cauchemar. Elle a rêvé que des hommes venaient nous emmener au milieu de la nuit et que nous ne te revoyions plus jamais. Cela n'arrivera pas. Tu me le promets? Le mot resta suspendu dans l'air entre eux, attendant avec toutes les promesses qui avaient déjà été rompues dans la courte vie de ses enfants. Josiah pensa à Marcus et Elalana Whitman, qui avaient probablement dit aux filles que tout irait bien, alors même que la maladie les consumait. Il pensa à ses propres promesses à Martha, à Dieu, à lui-même, toutes finalement vaines, face à des forces qui échappaient à son contrôle. Mais en regardant le visage levé de Faith, il se rendit compte que certaines promesses valaient la peine d'être faites, même si l'on ne pouvait garantir de les tenir. Certaines promesses étaient des actes de foi plutôt que des déclarations de fait. « Je te le promets, » dit-il doucement. « Quoi qu'il arrive, je me battrai pour vous, les filles, avec tout ce que j'ai. » Elle sourit alors, le premier vrai sourire qu'il lui voyait depuis des jours. « Je te crois. » Après qu'elle fut retournée se coucher, Josiah resta seul avec ses pensées et ses préparatifs. La stratégie juridique était aussi solide qu'il pouvait la rendre. Mais il avait appris depuis longtemps que les plans les mieux conçus s'effondraient souvent au premier contact avec la réalité. Il avait besoin de plans d'urgence, d'alternatives, de moyens de protéger les filles si le système judiciaire les laissait tomber. L'argent de la montagne était prêt, une cabane cachée plus profondément dans les montagnes où il pourrait disparaître si nécessaire. La vie serait difficile, surtout pendant l'hiver. Mais ce serait une vie ensemble. Henderson avait promis de les approvisionner grâce à son réseau de trappeurs et de chasseurs, des hommes qui savaient se déplacer dans la nature sans être vus. Le Dr. Patterson avait préparé des fournitures médicales et des instructions détaillées pour traiter les maladies et les blessures courantes. Martha Holbrook avait cousu des vêtements chauds de grande taille, anticipant que les filles grandiraient pendant l'exil qui pourrait s'avérer nécessaire. Tom Bradley avait fabriqué des outils et des armes adaptés à la vie en montagne. Toute la communauté de Cedar Ridge s'était discrètement mobilisée pour les soutenir,
comprenant que ce combat ne concernait pas seulement un homme et 3 enfants orphelins. Il s'agissait de savoir si des gens ordinaires pouvaient résister à la corruption organisée et gagner, si la justice avait un sens dans un territoire où l'argent et l'influence semblaient l'emporter sur tout le reste. Mais même avec tout ce soutien, le succès n'était pas garanti. Vernon Slade avait fait ses propres préparatifs, faisant venir des mercenaires de Denver, répandant des rumeurs sur la stabilité mentale et l'aptitude de Josiah à être tuteur. Le consortium qui le soutenait disposait de ressources illimitées et n'avait apparemment aucun scrupule à les utiliser. Le lendemain matin, le temps était clair et froid, avec un soleil éclatant qui donnait au paysage enneigé des allures de contes de fées. Les filles étaient inhabituellement silencieuses pendant le petit déjeuner, leur bavardage habituel remplacé par le silence tendu de personnes se préparant au combat. « Tu as peur ?» demanda Grace alors qu'ils se préparaient pour le long trajet vers Denver. « Un peu, admet Josiah. Mais avoir peur ne signifie pas que tu ne peux pas être courageux. Parfois, la chose la plus courageuse que tu puisses faire est de continuer, même quand tu as peur. » Hope, qui donnait silencieusement des morceaux de biscuits à sa poupée, leva les yeux avec un regard sérieux. Y aura-t-il d'autres enfants au tribunal? Peut-être. Pourquoi? S'il y en a et qu'ils ont des problèmes comme nous, peut-être que quelqu'un les aidera aussi. Cette simple déclaration frappa Josiah comme un coup physique. Voici une enfant de 5 ans confrontée à la possibilité de perdre tout ce qui lui restait au monde, et son souci était pour d'autres enfants qui pourraient avoir besoin d'aide. Le courage et la compassion dont faisaient preuve ses filles ne cessaient de l'étonner. « Peut-être qu'ils le feront, dit-il lourd, la voix chargée d'émotion. Et peut-être que voir ce qui nous arrive aujourd'hui aidera d'autres personnes à trouver la force de défendre ce qui est juste. » Le trajet jusqu'à Denver prit la majeure partie de la journée, traversant une campagne qui devenait de plus en plus civilisée à mesure qu'ils descendaient des montagnes. Ils passèrent devant des ranchs et des fermes, des petites villes et des hameaux, des relais de diligence et des lignes télégraphiques, autant de signes d'un territoire qui passait lentement de l'état sauvage à la civilisation. Mais cette transformation s'accompagnait de complexité, de corruption et de manœuvres juridiques susceptibles de séparer les enfants des personnes qui les aimaient. Plus ils se rapprochaient de Denver, plus Josiah se demandait s'ils ne laissaient pas la sécurité derrière eux. Pour un piège soigneusement préparé par des personnes bien plus expérimentées que lui dans ce genre de combat, le Dr. Patterson les accueillit à l'hôtel où Henderson avait réservé des chambres. Son visage était sombre lorsqu'il leur annonça les dernières nouvelles. « Le consortium n'a pas chômé », a-t-il déclaré. Ils ont réussi à faire attribuer l'affaire au juge Blackwood, un homme qui n'a jamais rencontré une compagnie minière qu'il n'aimait pas. Notre avocat dit qu'il n'est pas impossible de gagner, mais nous devrons présenter un dossier absolument convaincant. Qu'en est-il des preuves? C'est là la bonne nouvelle. Les articles du Rocky Mountain News ont suscité suffisamment d'intérêt auprès du public pour que plusieurs autres journaux commencent à enquêter. Le bureau du gouverneur du territoire a annoncé qu'il allait mener sa propre enquête sur la spéculation minière et la fraude foncière. Faith, qui avait écouté attentivement, demanda « Cela signifie-t-il que les méchants pourraient avoir des ennuis? Cela signifie que les gens y prêtent attention maintenant, » répondit le Dr. Patterson. Et lorsque les gens y prêtent attention, il est plus difficile de faire des choses répréhensibles en secret. Ce soir-là, alors qu'il se préparait pour l'audience du lendemain, Josiah rassembla les filles autour de lui dans leur chambre d'hôtel. Dehors, les brises de Denver, les chevaux et les chariots, les voix et la musique, le bruit constant d'une ville en pleine expansion offrait un décor très différent des montagnes tranquilles qu'elles considéraient comme leur foyer. « Demain sera une journée difficile », commença-t-il. « Il y aura des inconnus qui poseront des questions, des avocats qui présenteront leurs arguments et un juge décidera du sort de notre famille. Je veux que vous vous souveniez d'une chose importante. » Elles attendirent avec impatience. Peu importe ce qui se passera dans cette salle d'audience, peu importe ce que les gens diront ou décideront, vous êtes 3 sœurs et vous devez rester ensemble. Rien ni personne ne peut changer cela. Si nous devons nous battre pour cela, nous nous battrons. Si nous devons fuir, nous fuirons. Si nous devons recommencer ailleurs, nous le ferons aussi. Mais nous le ferons en famille. Grace fouilla dans son sac et en sortit sa poupée préférée, désormais encore plus usée à force d'avoir été manipulée sans cesse. Rosie dit qu'elle est prête à se battre elle aussi. Hope gloussa,
Le premier son vraiment joyeux que Josiah avait entendu de sa part depuis des jours. Les poupées ne peuvent pas se battre. Celle-ci le peut, dit Grace avec une conviction absolue. Elle s'est entraînée. Faith, toujours pragmatique, avait une autre préoccupation. Papa Josiah, et si le juge nous pose des questions, que devons-nous répondre? Dites la vérité. Dites toujours la vérité, peu importe ce que les autres disent ou veulent que vous disiez. La vérité est notre arme la plus puissante. Alors que les filles s'installaient pour la nuit, partageant le lit unique de la chambre, tandis que Josiah se contentait d'une chaise et d'une couverture, il écoutait leurs conversations tranquilles et leurs prières murmurées. Ses enfants avaient déjà survécu à plus de bouleversements et d'incertitudes que la plupart des adultes n'en connaissent dans toute leur vie. Pourtant, elles affrontaient le lendemain avec un courage et un espoir qui le rendaient humbles. Quoi qu'il arrive au tribunal, il ne les laisserait pas tomber. La montre de poche était déjà vendue. L'argent servirait à payer les frais juridiques et les coûts de préparation. La communauté de Cedar Ridge avait investi ses économies et sa confiance dans ce combat. Plus important encore, 3 petites filles avaient placé leur foi en lui. Demain déterminerait si cette foi était justifiée ou si elles allaient toutes apprendre que parfois, l'amour et le courage ne suffisaient pas pour vaincre la corruption et la cupidité. Mais ce soir, ils étaient encore ensemble, ils se battaient encore, ils croyaient encore que la justice pourrait prévaloir. Et parfois, la croyance était l'arme la plus puissante de toutes. Le palais de justice se dressait comme un monument à la justice territoriale. Sa façade en briques rouges et ses colonnes imposantes étaient conçues pour inspirer à la fois le respect et la crainte. Alors que Josiah conduisait les 3 filles en haut des larges marches de pierre, il pouvait sentir le poids de l'histoire peser sur eux. D'innombrables vies avaient été décidées entre ces murs, d'innombrables avenirs déterminés par la sagesse ou la corruption d'êtres humains faillibles. Les documents originaux relatifs à la concession minière étaient rangés en sécurité dans la poche de son manteau, enveloppés dans une toile cirée et protégés comme les précieux artefacts qu'ils étaient devenus. L'écriture soignée de Marcus Whitman était encore visible sur les papiers défraîchis, sa signature témoignant des espoirs d'un père pour l'avenir de sa fille adoptive. Aujourd'hui, ces espoirs allaient soit se réaliser, soit être détruits à jamais. À l'intérieur, la salle d'audience bourdonnait d'une activité inhabituelle. La nouvelle de l'affaire s'était répandue dans le milieu juridique de Denver, attirant des spectateurs curieux de voir cette termite des montagnes qui osait défier l'un des hommes les plus puissants du territoire. Des journalistes de 3 journaux différents étaient assis dans la tribune, leur carnet prêt à noter tout ce qui allait se passer. Vernon Slade occupait le premier rang avec son équipe d'avocats coûteux, sa confiance transparaissant dans chacun de ses gestes. Il avait troqué sa tenue habituelle de rancher contre un costume parfaitement taillé qui respirait la respectabilité et le succès. Lorsqu'il aperçut Josiah et les filles, il leur adressa un sourire prédateur qui poussa Faith à se rapprocher instinctivement de son tuteur. Le juge Blackwood fit son entrée avec le panache théâtral que les hommes puissants cultivaient souvent, sa robe noire flottant derrière lui, alors qu'il prenait place derrière l'imposant banc en chêne. Il était plus jeune que Josiah ne l'avait imaginé, peut-être 50 ans, avec des traits anguleux et un regard calculateur qui suggérait une intelligence alliée à l'ambition. « La cour va siéger », annonça le huissier, sa voix résonnant dans la salle au plafond haut. L'affaire Slade contre Hale concernant la garde et le bien-être des enfants mineurs Faith et Grace Whitman, leur avocat, un homme mince nommé Morrison, qui avait été chaudement recommandé malgré son comportement nerveux, se leva pour présenter leur dossier. Dans son exposé introductif, il brossa le portrait de 3 enfants orphelins qui avaient trouvé sécurité et amour auprès d'un homme prêt à tout sacrifier pour leur bien-être. « Votre honneur », commença Morrison, sa voix s'affermissant à mesure qu'il s'échauffait. Cette affaire soulève une question fondamentale sur la nature de la famille et les droits des enfants. Devons-nous croire que le sang et les documents juridiques importent plus que l'amour et l'engagement? Devons-nous accepter que la richesse et le statut social l'emportent sur les liens forgés par le sacrifice et le dévouement? Mais l'avocat de Slade, un homme aux cheveux argentés et aux manières raffinées de quelqu'un habitué à gagner, répliqua avec une efficacité brutale. Il dépeignit Josiah comme un ermite instable, un ancien prédicateur qui avait abandonné sa foi et sa communauté, un homme dont l'état mental le rendait inapte à s'occuper d'enfants vulnérables.
L'accusé, a fait valoir l'avocat, vit isolé depuis 7 ans, évitant tout contact humain et toute responsabilité sociale normale. Il n'a pas de revenus stables, pas de résidence permanente adaptée à des enfants et aucune expérience dans l'éducation ou l'élevage d'enfants. Ces faits le méritent mieux que les caprices d'un homme perturbé qui se berce d'illusions de rédemption. Le premier témoin appelé à la barre était le Dr. Patterson, dont le témoignage sur la santé physique et mentale des filles avait un poids considérable. Il a décrit leur état lorsqu'elles sont arrivées pour la première fois à la cabane de Josiah. Mal nourries, traumatisées et ayant désespérément besoin de stabilité et de soins. D'après mon avis médical, a déclaré fermement le Dr. Patterson, ces enfants se sont épanouis sous la garde de M. Hale. Elles ont pris du poids, ont fait preuve d'une remarquable résilience émotionnelle et ont démontré le genre de confiance et d'attachement qui indique une relation familiale saine. Lors du contre-interrogatoire, l'avocat de Slade a tenté de discréditer ce témoignage en remettant en question l'objectivité et la compétence professionnelle du Dr. Patterson, mais le médecin était resté ferme, ses années d'expérience et sa réputation irréprochable faisant de lui une cible difficile. Henderson a ensuite pris la parole pour témoigner du caractère de Josiah et du soutien de la communauté qui entourait cette famille improvisée. Il a décrit la scène de la vente aux enchères, la volonté des habitants de la ville de contribuer financièrement pour que les sœurs restent ensemble et les efforts continuent pour assurer le bien-être des filles. M. Hale n'a pas seulement sauvé ses enfants, a déclaré Henderson. Il nous a rappelé à tous ce que signifie défendre ce qui est juste, quel qu'en soit le prix. Mais lorsque l'équipe de Slade a présenté son dossier, l'atmosphère dans la salle d'audience a radicalement changé. Ils ont appelé à la barre des témoins que Josiah n'avait jamais vus auparavant. Des soi-disant experts en protection de l'enfance ont témoigné que le placement en institution était préférable à l'environnement incertain d'une cabane de montagne. Ils ont présenté des documents financiers montrant la capacité de Slade à assurer l'éducation et l'avenir des filles. Le plus dommageable a été le témoignage d'un psychiatre de Denver qui n'avait jamais rencontré Josiah, mais qui était prêt à donner son avis professionnel sur son état mental. D'après des rapports de seconde main, les références de cet homme étaient impressionnantes, son attitude autoritaire et ses conclusions dévastatrices. Sur la base des preuves présentées, le psychiatre a déclaré « M. Hale présente les symptômes classiques de ce que nous appelons le syndrome d'isolement pathologique. Son retrait de la société, son abandon de la foi religieuse et sa fixation soudaine sur ses enfants suggèrent tous un individu profondément perturbé qui exprime un traumatisme non résolu plutôt qu'un véritable instinct parental. » Morrison a vigoureusement protesté, soulignant que le témoin n'avait jamais examiné son client et qu'il fondait son opinion sur des ouï-dire et des spéculations. Mais le mal était fait. Le doute avait été semé quant à l'aptitude de Josiah à être tuteur, puis vint le moment que tout le monde attendait. Le juge Blackwood a annoncé qu'il souhaitait entendre les enfants eux-mêmes malgré leur jeune âge. C'était inhabituel, mais pas sans précédent, et les deux équipes juridiques s'étaient préparées à cette éventualité. Faith fut appelée en premier. Elle se dirigea vers la barre des témoins avec la dignité d'une personne bien plus âgée que ses 7 ans, sa petite main touchant le collier en forme de griffe de puma, qui était devenu son talisman de courage. Les questions commencèrent doucement et maîtroises. Morrison l'interrogea sur sa vie quotidienne à la cabane, sa relation avec Josiah, ses sentiments quant à la possibilité d'être séparé de ses sœurs. Veidt a répondu à chaque question avec clarté et conviction, brossant le tableau d'un environnement familial stable et aimant. « Vous sentez-vous en sécurité avec M. Hale ?» demanda Morrison. « Oui, monsieur. Plus en sécurité que je ne me suis jamais senti ailleurs. »« Et aimeriez-vous continuer à vivre avec lui? »« Oui, monsieur. C'est notre papa maintenant. Il nous a choisis alors que personne d'autre ne voulait de nous. » Lors du contre-interrogatoire, l'avocat de Slade a tenté de remettre en cause son témoignage en suggérant qu'elle avait été coachée, qu'elle était trop jeune pour comprendre la complexité de la situation, que sa loyauté envers Josiah était mal placée. « N'est-ce que pas vrai, » a insisté l'avocat, « que M. Hale vous a dit quoi dire aujourd'hui? » Faith l'a regardé avec un regard si fixe qu'il a mis les hommes adultes mal à l'aise. « Papa Josiah nous a dit de dire la vérité. » « C'est ce que je fais, mais vous n'êtes qu'une enfant. Comment pouvez-vous savoir ce qui est le mieux pour votre avenir? »« Je sais ce qu'est l'amour, » répondit simplement Faith.
Et je sais ce que l'on ressent quand quelqu'un préfère nous séparer plutôt que de nous garder ensemble. Papa Josiah mourrait plutôt que de nous laisser nous séparer. La salle d'audience devint silencieuse. Même le juge Blackwood semblait touché par la simple éloquence de l'enfant, mais l'avocat de Slade n'en avait pas fini. Mademoiselle Whitman, savez-vous que M. Hale a tout à gagner financièrement des concessions minières de votre famille? Morrison se leva d'un bond. Objection. Le témoin a 7 ans et ne peut pas comprendre des arrangements financiers complexes. Rejeté, dit le juge Blackwood. Le témoin peut répondre si elle en est capable. Faith eut l'air perplexe pendant un instant, puis son expression s'éclaircit. Vous voulez parler des concessions de Papa Marcus? Papa Josiah dit qu'elles nous appartiennent et que personne n'a le droit de nous les prendre. Il dit que quand nous serons grands, nous pourrons décider nous-mêmes quoi en faire, mais M. Hale pourrait tirer profit de ces concessions en tant que votre tuteur. Je ne comprends pas tout ce qui concerne l'argent, dit Faith, mais je sais que Papa Josiah a vendu la montre de son père pour payer ce procès. Il a dit que la famille valait plus que tout ce qu'il possédait. L'avocat marqua une pause, ne s'attendant manifestement pas à cette réponse. Dans la tribune, Rosia vit plusieurs spectateurs approuvés d'un signe de tête. L'honnêteté de la jeune fille était indéniable, sa loyauté évidente, sa sagesse remarquable pour quelqu'un d'aussi jeune. Alors que Faith regagnait sa place, elle croisa le regard de Josiah et lui sourit, un petit sourire courageux qui en disait plus long que des mots. Quoi qu'il arrive ensuite, elle avait fait sa part pour défendre leur famille. La première phase de la bataille était terminée. Venait maintenant le véritable test. La vérité et l'amour pouvaient-ils triompher de l'argent et de l'influence dans une salle d'audience où le juge détenait un pouvoir absolu sur leur avenir? Hope fut appelée à témoigner ensuite, et elle s'approcha de la barre des témoins avec la même détermination tranquille qui avait marqué son caractère dès leur premier jour ensemble. Dans ses petites mains, elle tenait un morceau de papier, quelque chose qu'elle avait préparé pendant leur séjour à l'hôtel, soigneusement plié et protégé comme un trésor. Morrison l'interrogea avec douceur, mais minutieusement. Hope décrivit leur vie quotidienne à la cabane. Les leçons que Josiah leur avait enseignées sur la vie à la montagne, la façon dont il leur lisait la Bible chaque soir, comme son père adoptif l'avait fait avant sa mort. « Pouvez-vous parler à la cour de votre dessein? » demanda Morrison en désignant le papier qu'elle tenait dans ses mains. Hope le déplia soigneusement, révélant un dessin d'enfant réalisé au crayon de couleur que Martha Holbrook lui avait fourni. Le dessin représentait une simple cabane nichée contre une montagne, avec 4 silhouettes devant, un homme grand et 3 petites filles se tenant par la main. Au-dessus d'eux, elle avait dessiné un soleil brillant et écrit en lettres majuscules soignées. « Notre famille, c'est notre maison », expliqua Hope en montrant le dessin au juge. « C'est Papa Josiah et c'est moi, Faith et Grace. Nous sommes tous ensemble et nous sommes heureux. » Le juge Blackwood se pencha pour examiner le dessin de plus près. « Qui t'a appris à écrire ces mots, Papa Josiah? » Il nous apprend à tous à lire et à écrire. Il dit, « L'éducation est la chose la plus importante que nous puissions avoir, car personne ne pourra jamais nous l'enlever. » Le dessin fut versé au dossier et, tandis qu'il circulait dans la salle d'audience, Josiah pouvait voir son effet sur les spectateurs. Il représentait la vision pure qu'avait une enfant de la famille, fondée non pas sur les liens du sang ou des documents juridiques, mais sur l'amour, la protection et le simple désir de rester ensemble. L'avocat de Slade a utilisé la même tactique que celle employée avec Faith, suggérant que Hope était trop jeune pour comprendre sa situation ou faire des choix éclairés concernant son avenir. « N'aimerais-tu pas aller dans une vraie école avec d'autres enfants de ton âge? » a demandé l'avocat. « Papa Josiah nous apprend tout ce que nous devons savoir, » a répondu Hope. « Et nous sommes ensemble. Nous n'avons pas besoin d'autres enfants quand nous avons nos sœurs. Mais quand sera-t-il quand tu seras plus grande? Ne veux-tu pas avoir des opportunités que la vie à la montagne ne peut t'offrir? » Hope réfléchit sérieusement à la question, son jeune visage plissé par la concentration. Maman Eleanor nous racontait des histoires sur des dames qui vivaient dans de grandes villes et portaient des robes élégantes. Elle me semblait seule. Je préfère être avec ma famille plutôt que de porter des robes élégantes. Un rire discret parcourut la salle d'audience, et même le juge Blackwood se permit un léger sourire. L'honnêteté de l'enfant était désarmante. Ses priorités étaient claires et inébranlables. Grace témoigna en dernier,
et son apparition à la barre des témoins provoqua une agitation dans toute la salle d'audience. Elle était clairement la plus jeune, si petite que l'huissier a dû ajuster le micro et lui fournir un coussin pour qu'elle soit bien visible. Elle serrait dans ses bras sa poupée préférée, Rosie, usée et défraîchie, mais toujours précieuse. Les questions de Morrison étaient particulièrement douces, reconnaissant que Grace était à la fois le témoin le plus vulnérable et potentiellement le plus convaincant. « Peux-tu nous parler de ta poupée ?» a demandé Morrison. Grace a brandi Rosie pour que tout le monde puisse la voir. « Voici Rosie. Elle appartenait à ma maman avant que la maladie ne frappe. Papa Josiah a réparé son bras qui se détachait et lui a fait une nouvelle robe parce que l'ancienne était trop déchirée. Papa Josiah prend-il bien soin de vous? » Comme il a pris soin de Rosie. « Oui, monsieur. Il veille à ce que nous mangions bien et que nous soyons au chaud et en sécurité. Quand je fais des cauchemars, il reste assis à côté de moi jusqu'à ce que je me rendorme, et il ne se fâche jamais quand je pose trop de questions. Voulez-vous rester avec Papa Josiah? » Grace acquiesça avec emphase. Il a promis que nous resterions ensemble quoi qu'il arrive. Papa Josiah tient toujours ses promesses. Lorsque l'avocat de Slade se leva pour le contre-interrogatoire, il sembla presque réticent à interroger une enfant aussi jeune. Ses questions étaient formelles, clairement destinées à cocher une case plutôt qu'à remettre sérieusement en cause son témoignage. Mais il commit alors une erreur tactique qui allait hanter le reste de la procédure. « Mademoiselle Whitman, dit-il, ne seriez-vous pas plus heureuse dans une belle maison avec plein de jouets et de jolis vêtements, plutôt que de vivre dans une petite cabane dans les montagnes? » Grace le regarda avec ce regard direct que seuls les enfants possèdent, complètement honnête, sans aucune crainte. « Monsieur, dit-elle d'une voix claire qui résonna dans la salle d'audience silencieuse, avez-vous une famille? » L'avocat eut l'air surpris par la question. « Cela n'a rien à voir avec vous, insista Grace. « Oui, j'ai une femme et des enfants. Les aimez-vous? »« Bien sûr, mais les échangeriez-vous contre une maison plus grande et des choses plus luxueuses? » L'avocat marqua une pause, réalisant clairement qu'il était tombé dans le piège qu'il avait lui-même tendu. « Non, je ne le ferai pas. Alors vous comprenez pourquoi nous voulons rester avec Papa Josiah. Il est notre famille maintenant. On ne peut pas remplacer sa famille par des choses matérielles. » La salle d'audience éclata en applaudissements spontanés que le juge Blackwood fit rapidement taire. Mais le mal était fait. Une enfant de 5 ans venait de présenter l'argument le plus efficace de tout le procès. Alors que Grace regagnait sa place, serrant Rosie contre elle, Vernon Slade semblait visiblement ébranlé dans sa confiance. Ses avocats coûteux se sont concertés dans un murmure urgent. Alors que Morrison s'autorisait un petit sourire de satisfaction, le juge Blackwood a demandé une suspension d'audience pour examiner le témoignage. Et tandis que la salle d'audience se vidait, Josiah a rassemblé les 3 filles près de lui. Quoi qu'il arrive ensuite, Elizabeth a dit la vérité avec un courage et une clarté qui auraient impressionné des adultes 2 fois plus âgés qu'elle. « On a bien fait, Papa Josiah ?» demanda Faith à voix basse. « Vous avez été parfaite, » répondit-il, la voix pleine de fierté et d'émotion. « Vous avez montré à tout le monde exactement qui vous êtes. Courageuse, honnête et loyale. Quelle que soit la décision du juge, je suis fier d'être votre famille. » Hope le regarda avec sérieux. « As-tu peur? » « Plus maintenant, » réalisa Josiah, et c'était vrai. Voir ses 3 enfants défendre leur droit de rester ensemble, voir leur foi inébranlable en lui et les uns dans les autres, lui avait rappelé quelque chose qu'il avait oublié pendant ces années d'isolement. Parfois, la force la plus puissante au monde n'était pas l'argent, l'influence ou les manœuvres juridiques. Parfois, c'était simplement la vérité, exprimée par ceux qui étaient trop jeunes pour savoir que cela était censé être compliqué. La bataille était presque terminée. Bientôt, ils sauraient si l'amour et le courage suffisaient à triompher de la cupidité et de la corruption. Mais quelle que soit l'issue, ils avaient prouvé quelque chose d'important à eux-mêmes et à tous ceux qui les regardaient. Ils formaient une famille, et les familles se battaient les unes pour les autres, quelles que soient les chances de réussite. 6 mois après la bataille au tribunal, le printemps était revenu dans les montagnes du Colorado, avec une douce chaleur qui rendait un homme reconnaissant d'être en vie. Josiah se tenait sur le porche agrandi de leur cabane, regardant Faith enseigner à Hope et Grace la bonne façon de s'occuper du potager qu'ils avaient planté ensemble. Le son de leur rire résonnait dans la vallée comme une musique.
La nouvelle Bible familiale était ouverte sur la table en bois à côté de lui. Ce n'était pas le volume en cuir usé qui avait porté son chagrin pendant tant d'années, mais un exemplaire neuf acheté avec les premiers profits tirés des concessions minières soigneusement gérées. À l'intérieur de la couverture, il avait écrit leur nom d'une écriture soignée. Josiah Hale, Faith Whitman Hale, Hope Whitman Hale et Grace Whitman Hale. Une famille légalement reconnue et unie par l'amour plutôt que par de simples circonstances. La décision du juge Blackwood avait été rendue après 2 heures de délibération qui avaient semblé une éternité. Lorsqu'il était revenu dans la salle d'audience et avait annoncé que les filles resteraient avec Josiah en tant que tuteur légal, il avait fallu 5 minutes pour maîtriser l'explosion d'applaudissements. Vernon Slade était sorti en trombe sans un mot, suivi de son équipe d'avocats coûteux qui ressemblaient à des soldats vaincus. Mais la véritable victoire était venue dans les semaines qui avaient suivi. Alors que le complot se dévoilait sous le regard attentif des enquêteurs territoriaux et des journalistes, les bailleurs de fonds orientaux du consortium minier s'étaient rapidement distanciés des méthodes de Slade une fois la vérité rendue publique. Plusieurs fonctionnaires qui avaient accepté des pots de vin ont été arrêtés et de nouvelles lois ont été adoptées pour protéger les enfants orphelins contre des stratagèmes similaires. Slade lui-même avait disparu une nuit, laissant derrière lui des dettes et des créanciers en colère, mais sans laisser d'adresse. Son ranch fut vendu aux enchères pour payer ses dettes, racheté par un consortium d'agriculteurs locaux qui le divisèrent en parcelles plus petites et plus faciles à gérer. La communauté de Cedar Ridge commença lentement à prospérer à nouveau, l'ombre de son influence s'étant dissipée. Le Dr. Patterson avait vu juste quant au pouvoir de la publicité. Le Rocky Mountain News avait transformé leur histoire en une série d'articles sur la corruption au sein du gouvernement territorial, remportant des prix et suscitant des réformes qui protégeraient les générations futures d'enfants vulnérables. Papa Josiah appela Grace depuis le jardin. « Viens voir ce que Hope a trouvé. » Il se dirigea vers l'endroit où les filles étaient regroupées autour de quelque chose dans le sol. Hope avait déterré un petit objet métallique, un vieux fer à cheval, probablement laissé là par un voyageur il y a longtemps et enfoui par les saisons de neige et de pluie. « Est-ce que ça porte chance? » demanda Grace en examinant le fer rouillé. « Certains disent que les fers à cheval portent chance, répondit Josiah. Mais je pense que c'est nous qui créons notre propre chance par les choix que nous faisons et l'amour que nous partageons. » Faith, qui avait maintenant 8 ans et était de plus en plus réfléchie, leva les yeux du plant de tomates qu'elle était en train d'attacher soigneusement. « Nous avons eu de la chance ce jour-là à la vente aux enchères. De la chance que tu aies eu le courage d'enchérir contre M. Slade. »« J'ai eu de la chance aussi, dit Josiah doucement. De la chance que 3 petites filles m'aient appris ce que signifie vraiment la famille. Les concessions minières s'étaient en effet révélées précieuses, mais elles avaient été placées dans un fonds fiduciaire géré par Henderson et le Dr. Patterson, dont les revenus étaient utilisés pour l'éducation des filles et le bien-être de la communauté. Une nouvelle école était en cours de construction à Cedar Ridge, ainsi qu'un véritable orphelinat qui permettrait d'éviter à d'autres enfants de subir le genre de vente aux enchères qui avait failli séparer les sœurs. Josiah avait découvert qu'il aimait enseigner, et plusieurs autres familles des montagnes avaient commencé à amener leurs enfants à la cabane pour qu'ils y suivent des cours pendant les mois d'été. Ce qui avait commencé comme tentative désespérée d'éduquer 3 filles orphelines s'était transformé en quelque chose de plus grand. Une petite école où les enfants apprenaient non seulement à lire et à compter, mais aussi les compétences pratiques nécessaires à la vie dans les montagnes. Martha Holbrook venait leur rendre visite toutes les quelques semaines, leur apportant des nouvelles de la ville et toujours accompagnée de projets qui nécessitaient l'aide des filles. Sous sa direction, elles étaient devenues des couturières expertes, confectionnant des courtes pointes et des vêtements pour d'autres familles dans le besoin. Les murs de la cabane étaient décorés de leurs œuvres d'art et de leurs devoirs scolaires, transformant ce refuge de célibataires en une maison familiale chaleureuse et vivante. Le dimanche matin, Josiah lisait la nouvelle Bible à ses filles, car c'est ce qu'elles étaient désormais, à tous les égards. Les mots qui leur semblaient autrefois vides et moqueurs leur apportaient à nouveau réconfort et sens. La foi, l'espoir et la grâce n'étaient pas seulement les prénoms des filles. C'étaient les principes qui guidaient leur vie quotidienne ensemble. « Es-tu heureux, papa Josiah? » demanda Grace alors qu'il retournait à la cabane pour le dîner. C'était une question qu'elle posait régulièrement,
comme si elle avait besoin d'être constamment rassurée sur le fait que leur situation était aussi permanente qu'il l'avait promis. Plus heureux que je n'aurais jamais pu l'imaginer, répondit-il, et il le pensait sincèrement. Ce soir-là, comme ils en avaient pris de l'habitude, ils s'assirent tous les quatre sous le porche pour regarder le soleil se coucher sur la vallée. Bates s'entraîna à lire à haute voix. Hope travaillait sur un nouveau dessin pour sa collection, et Grace racontait à sa poupée Rosie des histoires élaborées sur leurs aventures ensemble. « Tu te souviens quand nous avions peur que le juge nous oblige à partir ?» dit soudain Hope en levant les yeux de son dessin. « Je m'en souviens, » répondit Josiah. « Mais je me souviens aussi que nous avons affronté cette épreuve ensemble, comme une famille doit le faire, et que nous avons gagné, » ajouta Faith avec satisfaction. « Nous avons fait plus que gagner, » corrigea gentiment Josiah. « Nous avons prouvé que faire ce qui est juste, même quand c'est difficile, crée quelque chose de plus fort que l'argent ou le pouvoir. Nous avons prouvé que c'est l'amour qui fait une famille, pas seulement le sang ou les papiers officiels. » Alors que les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel qui s'assombrissait, Grace se blottit contre lui avec le contentement d'une enfant qui se sentait en totale sécurité. « Raconte-nous encore l'histoire, » demanda-t-elle. « Comment tu as vu 3 petites filles qui avaient besoin d'aide et comment tu as décidé d'être courageux? » Josiah raconta donc l'histoire une fois de plus, comme il l'avait fait d'innombrables fois auparavant et comme il le ferait encore d'innombrables fois. Mais chaque fois qu'il la racontait, c'était différent. Ce n'était plus un souvenir d'événements passés, mais une promesse renouvelée, un engagement réaffirmé, une déclaration d'amour. Parfois, la chose la plus difficile dans la vie était de voir la souffrance d'autrui sans rien faire. Mais parfois, si vous aviez beaucoup de chance et beaucoup de courage, vous aviez la chance de faire quelque chose qui comptait, quelque chose qui changeait non seulement leur vie, mais aussi la vôtre. Au loin, un hibou hulula depuis la forêt sombre et les briques nocturnes des montagnes s'installèrent autour d'eux comme une couverture familière. 4 personnes qui s'étaient trouvées contre toute attente étaient assises ensemble dans un bonheur parfait, sachant que quoi que leur réserve le lendemain, elles y feraient une face comme elles avaient affronté tout le reste ensemble, en famille, avec la foi, l'espoir et la grâce pour les guider vers leur foyer.